Kieran Ashford est rentré tôt à la maison ce jour-là. Il a poussé la porte de la salle de bain du deuxième étage et tout en lui s'est arrêté. Son fils, un enfant de 4 ans qui n'avait laissé personne le toucher depuis 2 ans. L'enfant qui criait jusqu'à ce que son visage devienne violet lorsqu'un médecin s'approchait de lui. L'enfant qui se recroquevillait dans un coin de la pièce lorsque la nounou tendait la main était assis dans une baignoire remplie de mousse. De l'eau chaude, des bulles de savon et la main de la nouvelle femme de ménage lavaient doucement les cheveux du garçon. Flynn ne criait pas. Flynn ne se recroquevillait pas. Flynn riait. Le gilet à $3 000 de Kieran, gilet à $3 000 effleurait le sol car les mouillé. Ses genoux se dérobaient en dessous de lui. 2 ans. 2 ans qu'il n'avait pas pu toucher son propre fils. Et une femme qu'il ne connaissait pas, une femme qui était là depuis moins de 3 semaines, faisait ce que lui, l'homme qui contrôlait la moitié du milieu criminel de Chicago, l'homme que personne dans la rue n'osait regarder droit dans les yeux, n'avait pas pu faire. Comment était-ce possible? 2 ans plus tôt, le monde de Kieran s'était effondré sur une portion d'autoroute à la sortie de Chicago. Margot, sa femme, était la seule personne vivante qui n'avait pas peur de lui. Elle l'appelait par son vrai nom, lui riait au nez lorsqu'il essayait de se montrer froid et collait des étoiles phosphorescentes au plafond de la chambre de leur fils parce qu'elle voulait que Flynn se réveille chaque matin en voyant l'univers tout entier. Avec elle, il n'était pas un patron. Il était simplement un mari. Puis, une nuit, sa voiture a perdu le contrôle dans un virage de cette autoroute. Flynn était sur le siège arrière. Il n'avait pas une égratignure. Margot n'a pas survécu. À partir de cette nuit-là, le garçon n'a plus dit un seul mot et ne laissait personne le toucher. Personne à aucun moment. Chaque main qui s'approchait le faisait hurler comme s'il était brûlé vif. 6 mois plus tard, la psychologue de renom, le docteur Carolyn Voss, regarda Kieran droit dans les yeux et lui dit que le cerveau de Flynn avait associé le contact physique au danger, qu'il avait besoin d'un isolement complet. Pas d'école, pas de parc, pas d'étrangers, il ne laisserait peut-être plus jamais personne le prendre dans ses bras. Kieran a tout essayé. 7 nounous se sont succédés, chacune repartant avec des griffures sur les bras ou avec des cris qui continuaient de résonner dans son sommeil. La dernière n'est restée que 2 jours. Elle est partie à minuit, sans salaire, sans se retourner. Flynn vivait dans une forteresse invisible que personne ne pouvait atteindre, pas même son père. Le manoir est devenu un tombeau, les rideaux tirés, sans aucun rire. Et chaque nuit, le plus puissant parrain de la mafia du sud de Chicago s'asseyait devant la porte de son fils, appuyait sa tête contre le mur et murmurait que son fils était tout ce qui lui restait. Mais son fils ne savait même pas qu'il était là. Puis Jocelyn Mercer a franchi le portail. Âgée de 27 ans, orpheline, 14 familles d'accueil, une longue cicatrice allant de son poignet à son coude, toujours cachée sous des manches longues. Toute sa vie, personne ne l'avait vue. Personne n'avait eu besoin d'elle. Personne ne l'avait gardée. Elle n'était pas venue pour sauver qui que ce soit. Elle avait juste besoin d'un endroit où disparaître. Mais le 5e jour, elle s'est assise à 2 mètres de Flynn, sans rien dire, sans se rapprocher, simplement en étant là. Flynn la regarda pour la première fois depuis 2 ans. Il regarda une étrangère et ne cria pas. La 2e semaine, elle chanta doucement pendant qu'elle lavait le sol. Flynn sortit de son coin et fit 2 pas vers elle. Le 12e jour, une petite main toucha le dos de sa main, légère comme un papillon. 3 secondes, puis elle se retira. 3 ans plus tôt, Kieran Ashford se tenait dans une pièce vide au 2e étage du domaine, une main agrippant un pot de peinture bleu foncé, un petit pinceau serré entre les dents parce que Margot venait de le lui mettre là. Elle était sur une échelle en bois, les cheveux noirs relevés, une trace de peinture sur la joue, souriant si largement qu'on aurait dit que le monde entier avait été créé dans le seul but de lui offrir cet instant. « Des étoiles, dit-elle. Nous allons coller des étoiles phosphorescentes au plafond. Notre fils se réveillera chaque matin et verra l'univers tout entier. » Kieran la regarda et secoua la tête. Mais il ne discuta pas. Il ne pouvait jamais discuter avec Margot. Personne ne pouvait discuter avec elle. Mais elle était la seule personne avec laquelle il ne voulait jamais discuter. Margot était la seule personne au monde qui l'appelait par son vrai nom. Pas Monsieur Ashford, pas patron, juste Kieran. Elle le disait comme si ce nom appartenait à un homme ordinaire, un mari, un père, un homme qui pouvait rire quand de la peinture se retrouvait sur son nez. Et avec elle, il était exactement cet homme. Le jour, Kieran était un nom qui faisait taire tout le sud de Chicago lorsqu'il était prononcé. Il s'asseyait dans des pièces sombres
et prenait des décisions que la plupart des gens n'oseraient même pas imaginer. Les gens baissaient la tête lorsqu'il passait, non par respect, mais par peur. Il contrôlait les juges d'argent, les prêts usuraires, le racket et le blanchiment d'argent grâce à une chaîne de restaurants et d'immeubles immobiliers qui s'étendaient le long du lac. En apparence, c'était un homme d'affaires prospère. En réalité, c'était un homme que personne n'osait regarder dans les yeux. Mais la nuit, lorsque les portes en fer se fermaient, lorsque le monde souterrain s'apaisait, Kieran rentrait chez lui et devenait quelqu'un d'autre. Il s'allongeait sur le sol de la chambre pour que Flynn puisse ramper sur son ventre. Il laissait Margot lui tirer l'oreille, le taquiner, lui faire essayer de préparer du porridge pour leur fils, même s'il brûlait 2 casseroles. Il l'écoutait chanter une berceuse française à Flynn pour l'endormir, dont il ne comprenait pas un mot, et pourtant, il ne voulait jamais qu'elle s'arrête. Margot était le seul pont entre ces deux mondes. Elle empêchait les ténèbres extérieures de s'infiltrer. Elle maintenait la lumière dans cette maison. Puis, une nuit de novembre, cette lumière s'est éteinte. Le téléphone de Kieran a sonné à 2 heures du matin. Un numéro inconnu. La voix du policier était froide et lente. Le genre de voix entraînée à annoncer des nouvelles que personne ne veut jamais entendre. Il y avait eu un accident sur l'autoroute 90, dans la banlieue ouest, avec la voiture de sa femme. Kieran ne se souvenait pas comment il avait conduit jusqu'au lieu de l'accident. Il se souvenait seulement des lumières rouges et bleues qui tournaient sur l'asphalte mouillé, de l'odeur de caoutchouc brûlé et du SUV blanc de Margot gisant incliné sous un pont, tellement écrasé qu'il ne l'avait pas reconnu avant d'apercevoir le porte-clés en forme d'étoile qu'elle accrochait toujours au rétroviseur. Ils ont dit qu'elle avait perdu le contrôle dans un virage. Le pneu avant gauche avait éclaté. La route était glissante après la pluie. Le véhicule a enfoncé le garde-corps et fait une chute de 4 mètres. Margot ne portait pas sa ceinture de sécurité. Elle était décédée avant l'arrivée de l'ambulance. Flynn était assis à l'arrière, attaché dans son siège auto, que Margot vérifiait toujours 3 fois avant chaque trajet. Le garçon n'avait pas la moindre égratignure. Mais lorsque Kieran a ouvert la porte et a sorti son fils, Flynn n'a pas pleuré. Il n'a pas appelé sa mère. Il n'a pas émis le moindre son. Le petit garçon de 2 ans était assis au milieu des éclats de verre, les yeux grands ouverts, le regard fixe, comme si son âme avait quitté son corps au moment même où celle de sa mère l'avait quitté. Kieran serra son fils contre sa poitrine, debout au milieu de cette scène. Et pour la première fois de sa vie, il sentit que son pouvoir n'avait plus aucun sens. Il pouvait mettre une ville à genoux, mais il ne pouvait pas ramener sa femme à la vie. 3 jours après les funérailles, Kieran a convoqué son équipe. Il leur a ordonné d'enquêter sur l'accident. Chaque détail, les pneus, le système de freinage, les caméras de circulation, l'emploi du temps de Margot cette nuit-là. 2 semaines plus tard, le rapport était sur son bureau. Pneus usés, pression insuffisante, chaussée glissante, vitesse un peu trop élevée dans le virage. La conclusion de son équipe était qu'il s'agissait d'un accident normal. Aucun signe de sabotage, aucun tiers impliqué. Kieran lut le rapport 3 fois. Il voulait y croire. Il avait besoin d'y croire. Car si ce n'était pas un accident, si quelqu'un avait tué Margot, cela signifiait qu'il avait échoué à protéger la seule personne qui donnait un sens à sa vie. Et cette vérité l'aurait anéanti. Alors, il ferma le dossier, le rangea dans un tiroir, le cacha à clé et tenta de continuer à vivre avec un fils de 2 ans qui, soudainement, ne parlait plus, ne souriait plus et regardait le monde avec les yeux de quelqu'un qui était déjà mort. Mais ce que Kieran ignorait, c'est que le rapport était erroné. Tout était faux. Et la personne qui avait écrit l'histoire d'un accident normal vivait dans sa propre maison, dormait à 2 portes de sa chambre et apportait chaque matin du lait dopé dans la chambre de son fils, avec le sourire le plus loyal que Kieran ait jamais vu. 6 mois après cette nuit-là, Kieran n'avait toujours pas rangé le porte-clés en forme d'étoile. Il était posé sur sa table de chevet, juste à côté d'une photo de Margot souriant dans la chambre à moitié. Et chaque matin, lorsqu'il se réveillait, il la regardait avant toute autre chose. Mais ces 6 mois n'avaient pas seulement emporté sa femme, ils avaient également emporté son fils, d'une manière plus cruelle que la mort. Flynn ne parlait pas un mot, pas un son, pas même un cri. Le petit garçon de 2 ans et demi restait assis dans un coin de sa chambre toute la journée, les yeux ouverts, mais sans rien voir. Les mains crispées sur le bord de sa couverture, comme si c'était la seule chose qui l'empêchait de tomber hors de ce monde. Et il ne laissait personne le toucher. Si quelqu'un tendait la main vers lui, peu importe la douceur ou la lenteur du geste, Flynn hurlait
non pas comme un enfant, mais d'un cri déchirant, aigu, perçant, panique, comme si la main d'un adulte était du feu et sa peau du papier. Il griffait, donnait des coupes de pied, se recroquevillait contre le mur, tremblant si fort que son petit corps semblait sur le point de se briser. Puis, quand plus personne n'était près de lui, il s'allongeait sur le sol, recroquevillé sur lui-même, et se taisait comme s'il n'avait jamais existé. Karen a enduré ces 6 mois en se disant que le temps guérirait, que son fils avait seulement besoin de temps. Qu'un jour Flynn dirait « Papa » et que tout irait bien. Mais une nuit, à 3 heures du matin, Karen n'en pouvait plus. Il se tenait devant la porte de Flynn. Il écouta les petites respirations à l'intérieur et décida d'entrer juste une fois, juste pour toucher les cheveux de son fils, juste pour savoir que son fils était toujours là, quelque part à l'intérieur de cette coquille de silence. Il ouvrit la porte aussi lentement que possible. Le clair de lune se glissa à travers les rideaux et tomba sur le visage endormi de Flynn. Karen s'assit à côté du lit, tendit la main petit à petit et caressa légèrement les cheveux blonds de son fils. Flynn se réveilla en sursaut. Ses yeux gris s'ouvrirent brusquement, blancs de choc, ne reconnaissant pas son père. Le cri explosa dans l'obscurité comme du verre qui se brise. Flynn tendit les mains et griffa le visage de Karen, ses petits ongles laissant une ligne de la pommette au menton. Puis le garçon roula hors du lit, rampait dans un coin, se recroquevilla en une petite boule serrée, tremblant, criant jusqu'à ce que son visage devienne violet. Puis, pleurant sans bruit, Karen s'assit sur le sol de la chambre de son fils. Du sang coulait le long de sa joue. Sa main était toujours tendue devant lui, ses doigts se souvenant encore de la douceur des cheveux de Flynn avant que tout ne se brise. Le chef de la mafia resta assis là et pleura. Sans un bruit, les larmes coulaient le long des égratignures, se mélangeant au sang, tombant sur le parquet que Margot avait choisi parce qu'elle disait que le chêne garderait les pieds de leur fils au chaud quand l'hiver arriverait. Une semaine plus tard, le docteur Carolyn Voss entra dans le manoir. Declan la présenta par l'intermédiaire d'un avocat qu'il connaissait, disant qu'elle était une psychologue pour enfants de premier plan sur la côte Est, quelqu'un qui avait publié des livres, était passé à la télévision et avait traité avec succès des centaines de cas de traumatisme grave. Voss avait 52 ans, des cheveux argentés soigneusement coiffés, des yeux chaleureux et une voix si douce qu'elle ressemblait à une berceuse. Elle s'assit dans le salon et observa Flynn à distance pendant 2 heures, prenant des notes, hochant la tête, puis se tourna vers Karen avec un visage grave mais plein de compréhension. Le cerveau de Flynn a associé le contact physique au danger, dit-elle. Il s'agit d'une réaction traumatique profonde. Il a besoin de médicaments pour stabiliser son système nerveux et d'un isolement complet des stimuli extérieurs. Pas d'école, pas de parc, pas d'étrangers. Toute stimulation extérieure pourrait aggraver le traumatisme de manière irréversible. Elle a rédigé une ordonnance pour un médicament appelé Neuropress, a demandé à Declan de gérer le dosage et le calendrier et a fixé des rendez-vous de suivi toutes les 2 semaines. Karen n'a rien demandé de plus. Il n'avait pas la force de regarder les rapports cliniques qui lui rappelaient la nuit où son monde s'était effondré. Il a remis l'ensemble du dossier médical à Declan, lui ordonnant de gérer tous les détails avec le Dr Voss afin qu'il n'ait jamais à ouvrir lui-même ses dossiers. Il regarda le Dr Voss comme un homme qui se noie regarde une planche qui dérive et il s'y accrocha. À partir de ce jour, le manoir Ashford mourut. Les rideaux restèrent tirés du matin au soir. La lumière disparut de toutes les pièces, comme si quelqu'un avait éteint le soleil. Plus de musique, plus de rire, plus de pas précipités d'un enfant de 2 ans courant dans le couloir. 7 nounous se succédèrent au cours des 6 mois suivants. La première resta 3 semaines avant que Flynn ne lui griffât les bras jusqu'au sang dans un accès de panique alors qu'elle le changeait. La deuxième est partie au bout de 17 jours, affirmant que les cris de Flynn la poursuivaient dans son sommeil. La troisième, la quatrième, la cinquième. Chacune est restée moins longtemps que la précédente. La sixième n'est restée qu'une semaine. La septième est partie à minuit, sans prendre son salaire et sans se retourner. Karen a cessé d'aller au bureau, de prendre les appels de ses associés, de prendre des décisions. Il a tout confié à Raymond, son jeune frère de 33 ans, impulsif, loyal, mais pas assez patient pour comprendre. Un soir, Rye est entré dans son bureau. « Tu perds le contrôle », a dit Rye sans détour. Les gens commencent à le remarquer. Drove sonda le terrain. « Tu ne peux pas tout laisser s'effondrer à cause de Flynn. » Karen se leva lentement. Il attrapa Ray par le col, le poussa contre le mur et se pencha vers lui. « C'est mon fils », dit-il d'une voix si basse qu'elle était presque inaudible, mais si lourde que toute la pièce sembla s'enfoncer.
Ry ne dit rien d'autre. Chaque soir après cela, Kieran répéta le même rituel. Il marchait dans le couloir du deuxième étage, s'arrêtait devant la porte de Flynn, s'asseyait par terre, appuyait sa tête contre le mur et écoutait son fils respirer à travers la porte en bois. Il n'entrait pas entré. Il savait que s'il ouvrait la porte, Flynn hurlerait et que ce cri tuerait une partie de lui-même. Alors, nuit après nuit, il restait assis là, murmurant à travers la fente des mots que son fils n'entendrait jamais. Un soir, alors que Kieran se levait pour retourner dans sa chambre, Madame Chen apparut au bout du couloir. Elle avait 60 ans, était discrète et vivait dans cette maison depuis 8 ans, plus longtemps même que Declan. Elle se déplaçait doucement, posa une tasse de thé chaud sur le rebord de la fenêtre près de l'endroit où il se tenait et parla à voix basse. La nouvelle femme de ménage arrive demain matin. Kieran ne se retourna pas. Ce sera la 8e. Madame Chen fit une pause, puis dit quelque chose qu'elle n'avait jamais dit en 8 ans ici. Cette fois, j'ai un sentiment différent, monsieur. Kieran ne répondit pas. Madame Chen s'éloigna, mais ses mots restèrent suspendus dans ce couloir sombre, léger et fragile, comme le dernier fil avant que tout ne se rompe. Et le lendemain matin, ce fil allait retenir une femme que personne n'avait jamais retenue de toute sa vie. Jocelyn Mercer sortit de la voiture au milieu d'un matin épais de brouillard. Le mois de mars à Chicago était glacial, et les portes en fer devant elle étaient plus hautes que toutes les maisons dans lesquelles elle avait vécu. Elle se tenait sur le trottoir, un vieux sac en toile en bandoulière, serrant son manteau autour d'elle, et leva les yeux. Des bords de fer noir, des motifs enroulés, des pointes en forme de lance comme des dents. Au-delà des grilles, le manoir Ashford se profilait faiblement dans la brume, énorme, silencieux, froid comme une créature endormie qu'elle n'était pas sûre de devoir réveiller. Elle prit une inspiration et se répéta ce qu'elle se disait depuis 9 ans. Travaille, disparaît, ne te fais pas avoir. Les portes s'ouvrirent. Declan Burns se tenait à l'intérieur, grand, mince, âgé d'une 40aine d'années. Son visage était inexpressif. Il ne la salua pas, ne lui tendit pas la main, se contentant de la balayer du regard de la tête aux pieds, comme s'il inspectait un article qui venait d'être livré, puis il hocha simplement la tête. « Suis-moi ». Sa voix n'était pas froide, elle était vide. Vide comme celle de quelqu'un qui a l'habitude de donner des ordres et qui n'a jamais besoin de se soucier de la façon dont ils sont reçus. Josie le suivit à travers les portes, le long du chemin de pierre qui menait à la maison. La porte d'entrée s'ouvrit et elle entra dans le salon. De larges sols en marbre poli reflétaient les lumières du plafond. Des meubles coûteux étaient disposés avec la précision d'un showroom. Mais l'atmosphère était étrange. Il n'y avait pas d'odeur de café du matin, pas de musique, pas de brise de pas. L'air était épais et lourd, comme si la maison retenait son souffle depuis très longtemps. Josie traversa la pièce et le premier souvenir lui revint sans crier gare. Elle avait 3 ans et se tenait dans le salon de sa première famille d'accueil, une petite maison à l'extérieur de Springfield, avec du papier peint décollé et une odeur de cigarette froide. La femme l'avait regardée et avait dit à son mari, « Elle est petite, elle ne mange probablement pas beaucoup. » C'était la première phrase que Josie avait entendue à son sujet. Pas « Quelle adorable petite fille » ou « Notre nouvelle fille », mais « Elle ne mange pas beaucoup ». Comme si elle était un chat errant que quelqu'un avait recueilli parce qu'il coûterait moins cher à nourrir. Declan la conduisit dans un couloir. Des photos tapissaient les murs. Josie ralentit lorsqu'elle vit un grand portrait dans un cadre en bois sombre. Une femme aux cheveux noirs et aux yeux brillants, souriant radieusement, tenant un nouveau-né dans ses bras. Le sourire était si large, si réel, que Josie sentit sa poitrine se serrer. Elle connaissait ce sourire, le sourire d'une femme qui croyait que tout irait bien, que le monde était bon, que l'enfant dans ses bras grandirait entouré d'amour. Josie avait vu ce sourire chez quelques mères d'accueil parmi les 14 familles qu'elle avait connues, mais il ne lui avait jamais été destiné. « C'est de Madame Ashford », dit Declan sans ralentir le pas. « Elle est décédée il y a 2 ans. » Josie acquiesça, mais ne quitta pas la photo des yeux jusqu'à ce que Declan tourne dans le couloir suivant. Le fantôme de toutes les maisons où elle avait vécu résonnait dans son esprit alors qu'elle passait devant une longue salle à manger avec une table dressée pour 12 personnes. Aucune chaise ne semblait avoir jamais été utilisée. 14 fois, elle avait ouvert la porte d'une nouvelle maison. À chaque fois, elle s'était dit que cette fois-ci serait peut-être différente, et à chaque fois, elle avait remis ses affaires dans un sac noir lorsque quelqu'un venait la chercher. Certaines familles oubliaient son nom. D'autres ne s'en souvenaient que lorsqu'elle voulait le lui crier au visage. Et puis, il y avait eu les Pattons. Declan s'arrêta au pied de l'escalier et se tourna vers elle. « Les règles, dit-il.
Monsieur Ashford n'aime pas le bruit. Ne t'approche pas de la chambre du garçon. Ne lui parle pas. Ne posez pas de questions sur la famille. Faites votre travail. Restez tranquille et ne causez jamais de problème. Sa voix n'était pas seulement un avertissement. C'était une menace, douce, calme. Mais Josie entendait le froid qui se cachait derrière. Le genre de froid qu'elle avait appris à reconnaître quand elle était très jeune. La voix de quelqu'un prêt à faire souffrir sans jamais élever le ton. Comme M. Péton. Lui non plus n'avait jamais crié. Il avait seulement parlé doucement, puis l'avait enfermée dans un placard sombre toute la journée parce qu'elle avait renversé un verre de lait. Il l'avait affamée quand elle pleurait. Et la nuit où elle avait essayé de s'enfuir, à 16 ans, en escaladant la fenêtre de la cuisine. Il l'avait attrapée par les cheveux et l'avait tirée en arrière. Elle était tombée et son bras gauche avait traversé le verre brisé de la porte. La cicatrice allait de son poignet à son coude. Longue, pâle, visible sous les manches longues qu'elle portait dans toute saison, partout, tout le temps. Josie regarda Declan et acquiesça. Je comprends. Elle comprenait mieux qu'il ne l'imaginait. Elle avait survécu pendant 27 ans en restant silencieuse et invisible. Ce n'était qu'une maison de plus. Declan lui montra une petite chambre au bout du couloir du rez-de-chaussée, près de la cuisine. Un lit simple, une fenêtre donnant sur le brouillard derrière le manoir, un placard vide, pas de photos, pas de miroir, rien d'autre. Josie posa son sac en toile sur le lit et s'assit sur le bord, fixant le mur blanc, d'innombrables foyers d'accueil, d'innombrables chambres froides. À chaque fois, elle s'était assise sur le bord d'un lit inconnu et s'était dit que ce n'était que temporaire. À 18 ans, elle avait atteint l'âge limite du système d'accueil, avec un diplôme d'études secondaires et personne dans le monde. Elle avait dormi dans un refuge pendant 3 mois, puis 9 années s'étaient estompées en une longue chaîne de nuits sans sommeil et de maisons qui n'étaient jamais les siennes. Elle faisait la vaisselle à 4 heures du matin dans la cuisine d'un restaurant, nettoyait les sols des bureaux à minuit, pliait les draps dans de grandes et belles maisons chaleureuses, avec des chambres d'enfants peintes dans des tons pastels, où résonnaient les rires des enfants et où flottait l'odeur des biscuits cuisant dans le four l'après-midi. Elle faisait les lits d'enfants aimés, puis partait avant qu'ils ne se réveillent. Elle ne courait vers rien. Elle courait, tout simplement. Et maintenant, elle était là, dans une maison plus froide que toutes celles qu'elle avait connues, assise sur le bord d'un lit, écoutant le brouillard s'accumuler contre la fenêtre. Cette nuit-là, Josie s'allongea dans le noir et essaya de dormir. La pièce était trop silencieuse. Pas de circulation dehors, pas de voix dans la pièce voisine. Rien d'autre que sa propre respiration et le faible sifflement du vent à travers la fente du cadre de la fenêtre. Puis elle l'entendit dans le couloir, un pleur lointain, faible, presque irréel, pas des sanglots bruyants. C'était un son étouffé, étranglé, fragile, comme si une petite créature essayait de pleurer sans oser faire de bruit. Comme si cet enfant avait appris que pleurer trop fort lui apporterait quelque chose de pire que la solitude. Josie resta immobile, les yeux ouverts, fixant le plafond. Les pleurs durèrent quelques minutes, puis s'arrêtèrent. Ils s'arrêtèrent brusquement, comme si quelqu'un avait appuyé une main sur la douleur et l'avait enfoncée plus profondément à l'intérieur. Josie resta allongée longtemps après que le son se fût évanoui. Elle pensa, quel genre de chagrin transforme une maison en prison? Elle ne connaissait pas encore la réponse, mais celle-ci l'attendait quelque part dans les pièces sombres de ce manoir. Et lorsqu'elle la trouverait, elle devrait faire un choix. Rester invisible comme elle l'avait été pendant 27 ans, ou pour la première fois de sa vie, sortir de l'ombre. Pendant les 4 premiers jours, Josie fit exactement ce que Declan lui demandait. Elle se réveillait à 6 heures, faisait son lit, enfilait ses vêtements à manches longues et se déplaçait dans chaque pièce comme une ombre, dépoussiérant des étagères que personne ne lisait, pliant des serviettes que personne n'utilisait, polissant les sols en marbre, jusqu'à ce qu'elle puisse y voir son propre reflet, faible et flou, comme elle avait existé dans toutes les maisons avant celle-ci. Elle ne voyait pas Kieran Ashford. La seule preuve de sa présence était l'assiette de nourriture que Mme Chen laissait chaque soir sur le comptoir de la cuisine, à peine touchée, et les pas lourdes dans le couloir du 2e étage à minuit, qui passaient puis s'arrêtaient longuement, quelque part où Josie n'osait pas aller voir. Mme Chen cuisinait tous les jours, silencieusement et avec soin. Mais Josie l'a surpris plusieurs fois, en train de la regarder avec une expression étrange. Ce n'était ni de la suspicion, ni de l'indifférence. C'était le regard de quelqu'un qui voulait dire quelque chose et qui ravalait ses mots,
les cachant derrière un silence aussi épais que les murs de cette maison. Le 5e jour, Josie était en train d'essuyer les fenêtres du salon lorsque Declan entra. Il portait un enfant dans ses bras, le posa sur le coin du canapé, ajusta la fine couverture autour des épaules du garçon, puis se redressa. « C'est Flynn, » dit Declan sans la regarder. « Ne t'approche pas de lui, il va crier. » La nounou avant toi a essayé de le toucher et est partie avec les 2 bras déchirés. Puis il s'éloigna. Josie se tenait à 3 mètres du canapé, le chiffon toujours à la main, et regarda Flynn Ashford pour la première fois. Le garçon avait 4 ans, mais semblait beaucoup plus petit, maigre, pâle, avec des cheveux blonds ébouriffés et des yeux gris. Il était recroquevillé dans un coin du canapé, les 2 mains agrippées au bord de la couverture remontées jusqu'à son menton, la tête baissée, les épaules voûtées, tout son corps replié sur lui-même comme s'il essayait de prendre le moins de place possible dans le monde. Ses yeux étaient ouverts, mais ne voyaient rien. Vide, distant, comme une maison éclairée mais inhabitée. Josie resta là et sentit sa poitrine se serrer. Non par pitié, mais par reconnaissance. Elle connaissait cette posture, et elle connaissait ses yeux. Elle savait comment une enfant se fait toute petite, quand le monde lui apprend que s'ouvrir signifie souffrir. Elle s'était assise exactement comme ça dans le placard des pétons. À 8 ans, les bras enroulés autour de ses genoux, les yeux ouverts dans le noir, sans pleurer parce qu'elle avait appris que pleurer ne faisait qu'empirer les choses. Josie ne s'approcha pas. Elle ne parla pas. Elle s'assit simplement sur le sol, à 3 mètres de Flynn, et continua à plier lentement les serviettes, silencieusement. Pas de mouvement brusque, pas de contact visuel direct, juste là. Elle comprenait quelque chose que les 7 nounous avant elle n'avaient pas compris. Quelque chose que les médecins qui écrivaient des livres ne comprenaient pas. Quelque chose que seul un enfant qui avait vécu dans la peur pouvait savoir. Flynn n'avait pas besoin de quelqu'un qui essaie de le serrer dans ses bras. Il avait besoin de quelqu'un d'assez proche, d'assez calme, assez patiente pour qu'il puisse décider. Et Flynn la regarda. Josie sentit son regard sur sa peau, léger et hésitant, comme un doigt touchant l'eau. Elle ne réagit pas. Elle continua à plier, le cœur battant à tout rompre dans sa poitrine, tandis que ses mains restaient fermes. Flynn l'observa pendant 10 minutes. Il ne cria pas. Il ne recula pas davantage. Il ne se gratta pas. Il se contenta de regarder. C'était la première fois en 2 ans qu'il regardait un étranger sans crier. Le 6e jour, Josie s'assit un demi-mètre plus près. Le 7e jour, encore plus près, elle ne regarda jamais Flynn directement, ne parla jamais. Elle était simplement là, immobile et patiente, comme le soleil qui se lève chaque matin sans exiger d'être vu. Le 8e jour, Josie nettoyait le sol de la chambre de Flynn. Elle se mit à fredonner doucement, presque sans s'en rendre compte. Une berceuse dont elle ne se souvenait plus du titre, mais dont elle connaissait les paroles par cœur. Une chanson de sa 3e famille d'accueil à Champagne, Madame Morrison, la seule femme parmi les 14 foyers qui l'avait jamais prise dans ses bras avant de la coucher. Elle était restée chez Madame Morrison pendant 11 mois avant que le système ne la transfère à nouveau. Elle ne se souvenait plus du visage de cette femme, mais elle se souvenait de la chanson et du sentiment de sécurité et de réconfort qu'elle lui procurait. Josie fredonnait, les mains sur le balai, les yeux baissés, puis elle sentit quelque chose changer dans la pièce. Elle leva les yeux. Flynn avait relevé la tête. Le gris de ses yeux n'était plus vide. Il la regardait, concentré, présent, vivant. Puis il fit quelque chose qui faillit lui faire lâcher le balai. Flynn se leva du coin où il était assis et fit 2 pas vers elle, seulement 2. Puis il s'arrêta, debout, la regardant comme s'il était au bord d'une falaise, essayant de décider s'il allait sauter. Josie eut envie de pleurer, mais elle se retint. Elle continua à fredonner, à passer le balai, comme si de rien n'était. À l'intérieur, elle tremblait. À partir de ce jour-là, chaque après-midi, Flynn s'asseyait plus près d'elle. Il ne parlait pas, il ne la touchait pas, il était simplement plus proche. Jusqu'au 12e jour, Josie était assise sur le sol du salon, lisant le seul livre qu'elle avait réussi à conserver de ses années en famille d'accueil. Un livre de poche au dos cassé qu'elle avait transporté dans son sac en toile pendant 3 ans. Flynn s'approcha plus près que jamais et s'assit à côté d'elle. Puis, très lentement, sa petite main se tendit et toucha le dos de la sienne, légère comme un papillon qui se pose avant de s'envoler. 3 secondes, de petits doigts contre sa peau, chauds et tremblants. Puis Flynn retira sa main, la ramena vers lui, baissant les yeux comme s'il avait fait quelque chose de mal. Josie ne bougea pas, ne respira pas. Ses yeux brûlaient, mais elle ravala ses larmes.
Elle regarda sa propre main, celle qui était attachée à son bras, marquée par une longue cicatrice pâle, la main qui n'avait connu que la cruauté des autres toute sa vie, et elle pensa, « Cet enfant vient de me toucher avec confiance. Peut-être que les mains ne sont pas seulement faites pour faire du mal. » Ce soir-là, Josie alla dans la cuisine pour boire un verre d'eau. Madame Chen essuyait le comptoir, lui tournant le dos. Aucune des deux ne parla. Josie se servit un verre d'eau et se retourna pour partir. C'est alors qu'elle le vit. Un petit bout de papier sur le comptoir, là où elle avait posé son verre. Des mots écrits à la main, légèrement tremblants, inclinés vers la droite. « Faites attention aux médicaments du matin. » Josie leva les yeux. Madame Chen était partie. Le couloir était vide. Josie referma ses doigts sur le papier, le cœur battant si fort qu'elle pouvait l'entendre dans ses oreilles. Les médicaments du matin. Elle avait vu Declan apporter un verre de lait dans la chambre de Flynn tous les matins à 8 heures. Elle n'y avait pas pensé jusqu'à présent. Josie plia le papier et le glissa dans sa poche. À partir de demain, elle ne se contenterait pas d'observer Flynn. Elle surveillerait tout. Le lendemain matin, Josie se réveilla avant 6 heures et se rendit dans la cuisine pour se servir un café. Lorsque Declan entra, il ne la regarda pas, ne la salua pas, se contenta d'ouvrir le réfrigérateur, d'en sortir un carton de lait, de le verser dans un petit verre, puis d'attraper un flacon de pilule blanc sur l'étagère du haut. Josie se tenait dos à lui, une tasse de café à la main, mais ses yeux le suivaient à travers le reflet dans la vitre du placard. Declan dévissa le bouchon, secoua un petit comprimé blanc, le plaça dans un mortier en porcelaine, le réduisit en poudre, puis versa la fine poussière blanche dans le lait et remua. Il effectua ce geste avec une précision acquise à force de répétition. Il emporta le verre à l'étage, dans la chambre de Flynn, et ferma la porte derrière lui. Josie resta dans la cuisine, les doigts crispés autour de sa tasse jusqu'à en blanchir les jointures. Le mot de Madame Chen reposait dans sa poche, plus lourd que tout ce qu'elle avait jamais porté. À partir de ce matin-là, Josie devint une espionne dans la maison même où elle vivait. Elle continuait à dépoussiérer, plier, nettoyer, se déplaçant de pièce en pièce comme une ombre que personne ne remarquait, mais ses yeux ne se détournaient jamais. Ses oreilles ne manquaient rien. Et chaque soir, lorsque la porte de sa petite chambre se refermait, elle sortait le cahier caché sous son oreiller et notait tout, chaque détail, chaque heure, chaque réaction. Elle savait qu'elle jouait avec le feu. Ce n'était pas une maison ordinaire. Elle avait vu des hommes inconnus venir rencontrer Kieran à minuit et disparaître avant l'aube. Elle avait entendu Declan au téléphone dans le couloir, sa voix basse et froide. Elle ne comprenait pas tout, mais suffisamment pour savoir que s'occuper de quelque chose dans cette maison n'avait pas le même sens que dans un endroit ordinaire. Si elle faisait un faux pas, elle ne perdrait pas seulement son emploi. Elle disparaîtrait au sens propre du terme. Et personne au monde ne partirait à la recherche d'une femme de ménage orpheline sans aucun parent pour l'appeler. Mais chaque fois que cette pensée essayait de l'arrêter, elle regardait Flynn et elle se voyait d'elle-même, l'enfant dans le placard, l'enfant que personne n'avait sauvé. Après 2 semaines de notes, le schéma apparut aussi clairement qu'une carte. À 8 heures du matin, Declan apportait du lait avec des médicaments dans la chambre de Flynn. Le garçon le buvait parce que Declan ne lui permettait pas de prendre son petit déjeuner tant que le verre n'était pas vide. De 8h30 à 14h, Flynn disparaissait. Pas littéralement, mais d'une manière plus cruelle. Il était toujours là sur le canapé ou dans un coin de la pièce, mais ses yeux gris étaient devenus vides. Son corps était mou comme celui d'une poupée de chiffon, et toute personne qui s'approchait de lui déclenchait une panique violente, des cris, des griffures, des tremblements, un repli sur lui-même. Le matin, Flynn était l'enfant que le monde entier avait abandonné. Vers 15 heures, de petits changements ont commencé à se produire. Ses doigts bougeaient, ses yeux clignaient, sa tête tournait légèrement lorsqu'il entendait un bruit. À 17 heures, Flynn regardait autour de lui, suivait la lumière qui se déplaçait le long du mur, se tournait lorsque Josie passait. À 18h30, il était presque un autre enfant, calme, alerte, réagissant à une voix, à une chanson, à la présence de Josie. À 19h30, Declan lui a donné sa dose du soir et l'a couché. Puis le cycle a recommencé. Le contraste le plus brutal se produisait les jours où le Dr. Voss venait pour ses évaluations régulières. Elle venait toujours le matin, sans exception, entre 9h et 9h30, lorsque le médicament était à son effet maximal. Josie essuyait la table à manger dans la pièce voisine lorsque Voss entra dans le salon où Flynn était allongé recroquevillé sur le canapé. Elle s'assit à 1 mètre de lui,
l'observant et prenant des notes sur son bloc-notes. Flynn tremblait. Tout son corps tremblait. Ses yeux étaient blancs. La sueur mouillait son front. Ses petits doigts serraient la couverture si fort qu'ils étaient devenus pâles. Voss écrivait, hochait de la tête, puis se tournait vers Declan, qui se tenait près de la porte, et disait d'une voix si calme qu'elle refroidissait l'atmosphère qu'il n'y avait aucun progrès, et qu'elle recommandait d'augmenter la posologie. Josie se tenait dans la salle à manger, tordant le tissu entre ses mains jusqu'à ce qu'il s'enroule autour de ses doigts, entendant chaque mot à travers la paroi mince. Elle avait envie de crier. Elle avait envie de se précipiter à l'intérieur et de demander pourquoi Voss venait toujours le matin, pourquoi elle ne venait jamais l'après-midi, quand Flynn était presque normal, pourquoi elle ne voyait jamais que l'enfant s'effondrer et jamais l'enfant vivre. Mais elle ne cria pas. Elle resta là, silencieuse et invisible, et mémorisa tout. 3 jours après la visite de Voss, Josie nettoya la chambre de Flynn après le petit déjeuner. Declan venait de partir. Le verre de lait vide reposait sur la table de chevet. Josie le prit, se détourna, puis s'arrêta lorsqu'elle remarqua la poubelle à côté du lit. Un petit blister argenté gisait dessus, plié en 2. Elle le ramassa. Neuropress 0,5 mg. Elle le retourna et lut les petits caractères sur la feuille d'aluminium, inhibiteur du système nerveux central indiqué pour des adultes souffrant d'anxiété aiguë après une intervention chirurgicale. Puis la ligne en gras bordée de rouge, non approuvée pour les enfants de moins de 12 ans. Et en dessous, la liste des effets secondaires chez les mineurs, chacun comme une lame, panique au contact physique, suppression de la fonction langagière, réponse de peur extrême, convulsion, cauchemar prolongé. Josie l'a lu 3 fois. Sa main tremblait si violemment que le paquet est tombé par terre. Elle l'a ramassé, l'a glissé dans sa poche et est sortie de la chambre de Flynn d'un pas chancelant. Cette nuit-là, elle s'allongea dans son lit, son téléphone à quelques centimètres de son visage, cherchant tout ce qu'elle pouvait trouver sur le Neuropress. Les résultats remplirent l'écran. Avertissement de la Federal Drug Administration, rapport sur les effets indésirables, études cliniques indiquant clairement que le médicament n'avait jamais été testé sur des enfants en raison du risque de lésions neurologiques. Un article médical expliquait que le Neuropress agissait directement sur le système nerveux central, supprimant les réponses motrices et linguistiques, et chez les enfants de moins de 12 ans, il pouvait provoquer l'effet inverse de celui escompté, déclenchant des réactions de peur extrême lors de tout contact physique, en particulier avec des étrangers ou des soignants. Josie posa le téléphone sur sa poitrine et fixa le plafond dans l'obscurité. Ce médicament ne traitait pas Flynn. Il était à l'origine de tous les symptômes de Flynn. Il ne pouvait pas parler parce que le médicament supprimait le langage. Il criait lorsqu'on le touchait parce que le médicament déclenchait une terreur. Le repli sur soi, les tremblements, la panique. Rien de tout cela n'était dû à l'accident d'il y a 2 ans. C'était le petit comprimé blanc dissous dans le lait chaque matin. Quelqu'un maintenait délibérément cet enfant dans la peur, de manière systématique, selon un calendrier précis. Avec la froide précision d'un plan soigneusement élaboré, Josie glissa le blister dans la poche intérieure de son sac en toile usée et le cacha au fond du placard. Elle savait qu'elle devait parler, mais à qui? Kieran faisait confiance à Voss, Kieran faisait confiance à Declan, et Kieran était un parrain de la mafia. Si elle parlait à la mauvaise personne au mauvais moment avec les mauvais mots, personne ne la retrouverait jamais. Mais si elle restait silencieuse, personne ne sauverait Flynn. La première nuit d'après avoir trouvé la plaquette, Josie ne dormit pas. Allongée sur son lit, elle fixait le plafond, réfléchissant à toutes les issues possibles, et aucune d'entre elles ne lui semblait favorable. La 2e nuit, elle ne dormit toujours pas. Elle sortit son carnet et relut chaque ligne qu'elle avait écrite, chaque heure, chaque réaction, chaque fois que Flynn s'était effondré après le lait du matin et chaque fois qu'il était revenu en fin d'après-midi. Les preuves étaient là sur le papier, claires et indéniables. Mais les preuves ne signifiaient rien si c'était elle qui les détenait. Une femme de ménage, sans diplôme, sans famille, sans personne au monde qui sache même qu'elle existait. La 3e nuit, la voix dans sa tête est devenue plus forte que jamais. « Pour qui te prends-tu » lui demandait-elle. Ce n'était pas une voix en particulier. C'était l'écho combiné de 27 années. Les voix de 14 familles d'accueil qui l'avaient regardée et rejetée. Monsieur Peton lui disant qu'elle n'était rien avant de l'enfermer dans le placard. La voix de toutes les personnes qui l'avaient ignorée comme si elle était transparente. Tu es une femme de ménage sans qualification dans une maison mafieuse. Tu n'as pas d'avocat, tu n'as pas d'argent, tu n'as personne à appeler à 3 heures du matin.
Si tu ouvres la bouche, Declan le saura. Aussi, Declan n'est pas le genre d'homme à donner une seconde chance. Josie resta allongée dans le noir et écouta cette voix se répéter. Elle avait raison. Tout était vrai. Elle n'était personne. Elle n'avait jamais été personne. Et ce n'était pas son combat. Flynn avait un père. Son père était le parrain le plus puissant de la mafia dans le sud de Chicago. Si la vérité devait être révélée, qu'une personne influente s'en charge. Quant à elle, elle devait faire ce qu'elle savait faire de mieux, disparaître. À 2 heures du matin, Josie s'est assise. Elle a ouvert le placard et sorti son sac en toile et a commencé à plier ses vêtements. 2 tenues. Tout ce qu'elle possédait au monde tenait dans un sac usé aux sangles effiloché. Elle l'a posé à côté de la porte de sa chambre, l'a regardé, puis a regardé la porte. Il lui suffisait de l'ouvrir, de traverser le couloir, de se faufiler par la porte arrière près de la cuisine, traverser la cour, escalader la partie la plus basse de la clôturette qu'elle avait remarquée dès sa première semaine, car elle repérait toujours les issues. C'était un instinct de survie que le placement en famille d'accueil lui avait inculqué. Sortir dans la rue, marcher 2 kilomètres jusqu'à l'arrêt de bus sur Western Avenue, monter dans un bus, disparaître. Elle était douée pour ça. Disparaître était une compétence qu'elle avait pratiquée toute sa vie. Une vie entière de départ, sans que personne ne se retourne jamais pour l'appeler. Elle savait faire ses valises en 5 minutes, partir sans faire de bruit, devenir quelqu'un qui n'avait jamais existé, la main fermée autour de la poignée de la porte, le métal froid sous sa paume. Elle la tourna légèrement, sans encore l'ouvrir, juste pour sentir le mécanisme céder sous ses doigts, la facilité de s'en aller. Puis elle l'entendit dans le couloir, faible, lointain, presque irréel, comme la première nuit où elle était arrivée. Flynn pleurait, mais cette fois, elle l'entendait plus clairement. Ce n'étaient pas des sanglots bruyants, c'était un son étranglé, coincé dans sa gorge, ravalé puis rejeté, comme si un enfant essayait de ne pas faire de bruit parce qu'il avait appris que pleurer trop fort amenait quelque chose de pire. Le son d'un enfant qui avait renoncé à appeler à l'aide, mais dont le corps refusait toujours d'arrêter de souffrir. Josie resta figée, la main sur la poignée et ferma les yeux. L'obscurité derrière ses paupières n'était pas celle de cette pièce. C'était l'obscurité du placard de M. Péton. Elle avait 8 ans. L'espace était petit et étroit, sentait le bois humide et les boules de naphtaline. Il n'y avait pas de lumière. Elle était assise recroquevillée dans un coin, les bras autour des genoux, pleurant sans bruit, car elle avait déjà appris que s'il l'entendait, il ouvrirait la porte, non pas pour la laisser sortir, mais pour lui apprendre que pleurer était mal. Elle était restée assise dans cette obscurité pendant des heures, et pendant ces heures, elle avait souhaité que quelqu'un, n'importe qui, vienne ouvrir la porte. Ils n'avaient pas besoin de la prendre dans leurs bras. Ils n'avaient pas besoin de dire grand-chose. Il suffisait d'ouvrir et de dire « Je suis là ». Personne n'est venu. Personne n'est jamais venu. Josie ouvrit les yeux. Sa main était toujours sur la poignée de la porte. Les pleurs de Flynn résonnaient dans le couloir, plus doux maintenant, plus faibles, comme si la fatigue commençait à se faire sentir. Elle regarda le sac en toile posé sur le sol, regarda la porte, regarda le couloir sombre au-delà. Puis elle lâcha la poignée. Sa main retomba le long de son corps. Elle enjamba le sac, quitta sa chambre et marcha dans le couloir du rez-de-chaussée, obscurité, puis monta les escaliers. 2e étage, le long couloir. La porte de Flynn au bout, fermée, une faible veilleuse brillant sous le seuil. Josie s'assit par terre et s'adossa contre le mur juste devant cette porte. De la même manière que Kieran s'asseyait là chaque nuit sans qu'elle le sache. La même posture qu'un père agenouillé devant la forteresse invisible de son fils. Elle n'ouvrit pas la porte. Elle savait que si elle le faisait, Flynn pourrait crier, et que ce cri ferait devenir Declan, et que tout s'écroulerait. Alors elle s'assit simplement là, la tête appuyée contre le bois, et se mit à chanter. La berceuse de Madame Morrison à Champagne, celle qu'elle avait fredonnée en nettoyant la chambre de Flynn le jour où il avait fait 2 pas vers elle. Elle chantait doucement, juste assez pour que sa voix passe par la fente sous la porte. À l'intérieur, les pleurs de Flynn commencèrent à s'estomper, de plus en plus doucement, puis le silence. Josie continua à chanter, non seulement pour Flynn, mais aussi pour la fillette de 8 ans dans le placard. La fillette à qui personne n'avait jamais chanté alors que l'obscurité l'engloutissait. Elle resta là jusqu'à ce que les premières lueurs du matin s'infiltrent par la fenêtre du couloir, pâle et froide, mais suffisante pour lui indiquer que la nuit était passée. Elle se leva, redescendit, retourna dans sa chambre. Le sac en toile était toujours posé près de la porte,
bien rangé et prêt. Elle le regarda longuement. Puis elle le prit, l'ouvrit et remit ses vêtements dans le placard. À 7h30, elle se tenait dans la cuisine en train de se servir un café. Declan entra, ouvrit le réfrigérateur, versa le lait, écrasa le comprimé, remua, porta le verre à l'étage. Familier, routinier, froid. Josie se tenait dos à lui, les doigts serrés autour du blister de Neuropress dans sa poche, regardant Declan disparaître en haut des escaliers. Elle ne partirait pas. Elle ne partirait pas parce que la nuit précédente, assise devant la porte de Flynn et chantant jusqu'à ce que les pleurs cessent, elle s'était souvenue de quelque chose que personne ne lui avait jamais dit en 27 ans. Quand elle avait 8 ans, dans le placard de M. Péton, elle avait souhaité que quelqu'un ouvre la porte. Personne n'était venu, mais maintenant, de l'autre côté de cette porte, il y avait un garçon de 4 ans qui souhaitait la même chose. Et cette fois, Josie était là. Elle ne laisserait pas cet enfant attendre comme elle l'avait attendu. 3 jours après cette nuit-là, Josie s'assit devant la porte de Flynn et chanta jusqu'à ce que les pleurs cessent. Elle prit sa décision. Elle donnerait un bain à Flynn. Elle lui donnerait un bain en fin d'après-midi, lorsque les effets du médicament se seraient dissipés, lorsque Declan ne serait pas à la maison, lorsque personne ne regarderait. Et elle regarderait attentivement dans les yeux du garçon pour être certaine, une seule fois, que ce qu'elle avait écrit dans son carnet n'était pas le fruit de l'imagination d'une femme de ménage orpheline désespérée qui voulait sauver l'enfant dans lequel elle se reconnaissait. Elle attendit 3 jours. 3 jours à observer l'emploi du temps de Declan, à mémoriser quand il partait, quand il revenait, quelle porte il utilisait, quel bruit de moteur appartenait à sa voiture. Le 3e après-midi, Declan est parti à 13h. Josie savait que les jours comme celui-ci, il revenait rarement avant 18h. 7 heures après la dose du matin, Flynn était dans la phase finale du cycle, la phase que son carnet appelait Flynn lui-même. Josie traversa la cuisine. Madame Chen était en train de rincer des légumes. Elle lui tournait le dos. Josie ne dit rien. Madame Chen ne se retourna pas, mais lorsqu'elle passa devant elle, elle hocha la tête. Un petit signe, presque imperceptible, mais Josie le vit et comprit. Elle savait. Elle ne posa pas de questions. Elle se contenta d'acquiescer. Josie monta à l'étage dans la salle de bain à côté de la chambre de Flynn. Elle ouvrit l'eau chaude, vérifia 2 fois la température sur l'intérieur de son poignet, ajouta du savon et regarda la mousse blanche monter. Elle choisit la serviette la plus douce qu'elle put trouver, épaisse et blanche, peut-être celle que Margot avait achetée un jour parce qu'elle était assez douce pour la peau d'un enfant. Puis elle entra dans la chambre de Flynn. Il était assis par terre près du lit, le dos contre le mur, les mains posées sur les genoux, sans les replier vers l'intérieur, sans trembler, les yeux gris levés vers elle lorsqu'elle entra. Et Josie vit ce qu'elle avait enregistré, mais qu'elle ne s'était jamais vraiment permis de croire. Ses yeux étaient vivants, clairs, conscients, complètement différents du regard vide et éteint qu'il avait après le lait du matin. C'était Flynn, Flynn lui-même. « Mon chéri », dit Josie doucement, en s'accroupissant à environ 1 mètre de lui. « Allons prendre un bain. De l'eau chaude, avec beaucoup de bulles. » Flynn la regarda. Il ne cria pas. Il ne recula pas. Il la regarda comme les enfants regardent quand ils décident s'ils peuvent faire confiance. Puis il se leva tout seul et la suivit hors de la pièce, dans le petit couloir qui menait à la salle de bain. Josie s'agenouilla à côté de la baignoire. Elle le déshabilla doucement, un bouton après l'autre, lentement, afin qu'il puisse voir chaque mouvement avant qu'il ne se produise. Puis elle glissa ses mains sous ses bras et le descendit dans l'eau. La chaleur enveloppa son petit corps. La mousse lui montait jusqu'à la poitrine. Flynn ne cria pas, ne tressaillit pas, ne se recroquevilla pas. Il était assis dans l'eau et regardait les bulles de savon accrochées à ses doigts, avec une expression que Josie ne pouvait qualifier que de curiosité. Comme s'il voyait des bulles pour la première fois, elle prit une éponge douce, la trempa dans l'eau et commença à le laver. Elle prit chaque petit doigt dans sa paume et nettoya entre chaque doigt si doucement qu'on aurait presque dit qu'elle ne le touchait pas. Puis son bras, son épaule, son dos. Elle versa de l'eau sur ses cheveux, y appliqua du shampoing et lui massait le cuir chevelu du bout des doigts. Flynn restait assis, les yeux mi-clos, et Josie regardait son corps se détendre petit à petit, comme une corde tendue depuis 2 ans qui se relâchait enfin. Le savon coulait sur son front et le long de sa joue. Flynn cligna des yeux, puis cligna à nouveau. Puis il leva la tête et regarda Josie droit dans les yeux. Pas à travers elle, pas au-delà d'elle, directement en elle,
comme si ses yeux gris cherchaient quelque chose sur son visage et le trouvaient. Flynn sourit, le premier vrai sourire qu'elle ait jamais vu sur son visage. Pas un tic, pas un réflexe, un vrai sourire, large et radieux, illuminant ses traits fins et pâles. Soudain, Josie eut l'impression que quelqu'un avait allumé une lampe dans la pièce la plus sombre qu'elle ait jamais vue. Puis Flynn sortit sa main de l'eau, petite, mouillée, tremblante, mais déterminée. Il tendit le bras et toucha la joue de Josie, ses petits doigts effleurant sa peau, humide et chaud. Et elle sentit chaque délicate crête de ses doigts s'imprimer contre elle comme quelque chose de sacré, au-delà de tout ce qu'elle avait connu en 27 ans. Il ne la touchait pas seulement, il la cherchait, lui disant dans le seul langage qu'il connaissait qu'elle était en sécurité. Des larmes coulaient sur le visage de Josie. Elle ne les essuya pas. Elle les laissa tomber dans l'eau du bain, se mêlant à la mousse. « Je suis là, mon chéri, » murmura-t-elle, la voix brisée. « Je ne vais nulle part. » Puis elle l'entendit derrière elle. Pas les pas rapides de Declan. Des pas différents, plus lents, plus lourds d'une autre manière. Les pas d'un homme qui venait d'être témoin de quelque chose qu'il croyait depuis 2 ans ne jamais voir arriver. Josie se retourna. Kieran Ashford se tenait dans l'embrasure de la porte, vêtu d'un costume noir, la cravate défaite, sa maillette encore à la main. Il était rentré tôt et avait tout vu. Son visage habitué à donner des ordres et à être obéi se décomposait. Ses yeux étaient écarquillés, rouges, humides. Ses lèvres bougeaient, mais aucun son ne sortait. Ses genoux se dérobèrent. La maillette heurta le carrelage. Kieran s'effondra sur le sol de la salle de bain, l'eau de la baignoire imprégnant son pantalon, mais il s'en moquait. « Flynn » appela-t-il, la voix brisée. Flynn tourna la tête vers son père. Ses yeux gris se concentrèrent, le reconnurent. Puis il leva le bras. Le petit bras mouillé se tendit vers l'homme agenouillé sur le carrelage, et Kieran tendit la main, tremblant si fort qu'il pouvait à peine la tenir fermement. Ses grands doigts touchant les petits, et Flynn les saisit, les serra fort, ne les lâcha pas. Pour la première fois en 730 jours, le père et le fils se touchèrent, et Kieran pleura. Le chef de la mafia pleura sur le sol de la salle de bain, les larmes tombant dans les bulles de savon, tenant la main de son fils sans oser la serrer trop fort de peur que le garçon ne se retire. Mais Flynn ne se retira pas. Ses petits doigts restèrent fermement agrippés à ceux de son père. Kieran regarda Josie par-dessus l'épaule de Flynn. Ses yeux étaient sauvages, brisés, désespérés, et pour la première fois, elle y vit quelque chose que cette maison n'avait pas vu depuis très longtemps. De l'espoir, comment? Murmura-t-il. Comment est-ce possible? Josie fouilla dans sa poche et en sortit le blister plié de Neuropress, la petite feuille d'argent qu'elle avait cachée pendant des jours, attendant la bonne personne, le bon moment. « Monsieur Ashford, dit-elle doucement mais fermement, je dois vous montrer quelque chose. » Cette nuit-là, Kieran sortit Flynn du bain, l'enveloppa dans une douce serviette blanche et porta son fils dans son bureau au premier étage. Il s'assit sur le canapé en cuir et installa Flynn contre sa poitrine. Et le garçon ne cria pas. Il ne broncha pas. Flynn se blottit contre le corps de son père. Une petite main s'enroula autour du doigt de Kieran. Ses yeux se fermèrent lentement et il s'endormit. Pour la première fois en 2 ans, Flynn dormit sans crier, sans se réveiller en sursaut, sans gémir à cause de cauchemars. Il dormit paisiblement contre l'homme qu'il avait refusé de laisser le toucher pendant 730 jours. Et Kieran resta assis, immobile, effrayé à l'idée de bouger, effrayé même à l'idée de respirer trop profondément, regardant le visage de son fils à la lumière de la lampe et ayant l'impression de tenir un miracle vivant qui pourrait se briser s'il bougeait ne serait-ce que d'1 centimètre. Josie se tenait en face de lui près du bureau. Elle posa l'emballage blister de Neuropress sur la surface en chaîne, puis son ordinateur portable, puis son téléphone, déjà ouvert sur les résultats de recherche. Kieran regarda le sachet en aluminium. Sa main droite tenait toujours celle de Flynn. Sa main gauche approcha le petit carré argenté de ses yeux. Il lut « Neuropress 0,5 mg, inhibiteur du système nerveux central, non approuvé pour les enfants de moins de 12 ans. Effets secondaires chez les mineurs. Panique au contact physique, inhibition du langage, réaction de peur extrême. » Il pâlit. Ce n'était pas la pâleur du chagrin, mais le blanc criard d'un homme qui regarde droit dans les yeux la trahison et qui se force à ne pas exploser devant son enfant endormi. Il posa le sachet, prit le cahier et tourna chaque page. Josie avait tout noté. L'heure de la prise, les réactions heure par heure, l'effondrement du matin, le retour de l'après-midi, Flynn le soir comparé à Flynn le matin.
2 enfants complètement différents dans le même petit corps, et la pilule et le lait étaient les seules variables. La mâchoire de Kieran se crispait à chaque page. Josie voyait les muscles se contracter sous sa peau, voyait ses doigts agripper le bord du papier jusqu'à blanchir, voyait ses yeux bleus s'assombrir de douleur pour devenir quelque chose de bien plus dangereux. Le parrain de la mafia se réveillait dans ce père. Le dossier médical de Flynn, dit Josie doucement. Tu l'as? Kieran acquiesça sans lever les yeux. Dans le coin sécurisé de la pièce, Josie se dirigea vers le coffre-fort. Il lui donna le code. À l'intérieur se trouvaient des dossiers épais et bien rangés. Elle les rapporta au bureau et les ouvrit un par un. Chaque diagnostic, chaque ordonnance, chaque note d'évaluation portait la même signature. Dr. Carolyn Voss. Josie tapa à nouveau le nom de Voss dans la barre de recherche et tourna l'écran vers Kieran. Un article du Chicago Tribune datant de 4 mois plus tôt, une éminente psychologue pour enfants faisant l'objet d'une enquête par le conseil médical pour traitement expérimental non autorisé, licence temporairement suspendue. 2 familles avaient porté plainte. Kieran lut sans cligner des yeux. Josie approfondit ses recherches dans les bases de données médicales. Elle trouva 2 articles publiés par Carolyn Voss dans une revue de psychologie clinique. Le premier s'intitulait « Réaction de peur induite chimiquement chez les jeunes enfants, une étude longitudinale ». Le second s'intitulait « Contrôle comportemental par suppression pharmacologique à partir de données issues d'environnements domestiques ». Josie ouvrit l'annexe contenant les données. Les sujets de la recherche étaient codés, mais il ne fallut pas longtemps pour comprendre. Sujet FA. La date de naissance correspondait exactement à celle de Flynn Ashford. L'intervention pharmacologique avait commencé en juin, 2 ans plus tôt, précisément au moment où Voss avait commencé à traiter Flynn. La posologie du Neuropress correspondait à la prescription figurant dans le dossier de Flynn à la décimale près. Josie a feuilleté le dossier original jusqu'à la fin, où des notes manuscrites étaient agrafées derrière la dernière page. Ces documents n'avaient pas été touchés, le sceau du dossier n'ayant pas été brisé par Kieran pendant 2 ans, car il ne supportait pas d'affronter la dure réalité de l'état de son fils. Elle a lu à haute voix, d'une voix d'abord calme, puis tremblante. Sujet F. Candidat idéal. Père célibataire impliqué dans le milieu criminel, peu susceptible de contacter les autorités par crainte d'être démasqué. Aucune surveillance maternelle. Foyer riche et isolé. Environnement entièrement contrôlé. Confinement parfait. Lancer immédiatement le protocole Neuropress. Maintenir la posologie quotidienne pour garantir une réponse de peur au contact. Enregistrer les réponses mensuelles pour obtenir des données longitudinales. Voss avait choisi Kieran non seulement parce qu'il était en deuil, elle l'avait choisi parce qu'il était mafieux, parce qu'elle savait qu'il n'emmènerait jamais Flynn dans un hôpital public, ne demanderait jamais un deuxième avis, n'appellerait jamais la police. Il garderait tout à l'intérieur de la maison, dans l'obscurité, dans le silence, exactement ce dont elle avait besoin. Puis Josie tourna la dernière page. Une ligne manuscrite en italique avait été ajoutée à la hâte après tout le reste. La présence de M introduit une variable incontrôlée. M remet en question la posologie et la méthode. Éliminer la variable avant le lancement officiel du protocole. M. Margot. Josie ne lut pas cette ligne à haute voix. Elle posa la page devant Kieran et recula. Il la lut, la relut, une 3e fois, et le monde s'arrêta. Josie vit le moment où cela se produisit. L'instant où toutes les pièces du puzzle se sont mises en place dans l'esprit de Kieran et où l'image complète est apparue. Complète, horrible et irréversible. Margot n'était pas morte dans un accident. Margot était morte parce qu'elle avait posé des questions. Elle était morte parce qu'elle était le genre de mère qui n'aurait jamais laissé personne faire du mal à son enfant et quelqu'un avait éliminé cette variable avant qu'elle ne puisse intervenir. Kieran posa doucement Flynn sur le canapé. Il se leva, marcha jusqu'au mur opposé et donna un coup de poing. Son poing traversa le plâtre. Du sang éclaboussa la peinture blanche. Ses jointures se fendirent sous la peau. Il ne cria pas. C'est ce qui rendait la scène terrifiante. Il frappa dans un silence absolu. Et Josie comprit que le silence était plus dangereux que n'importe quel cri. Il se retourna vers elle. Du sang coulait de sa main sur le sol. Ses yeux n'étaient plus ceux d'un père. C'étaient ceux d'un patron. Froid, mort, calme d'une manière qui glaçait l'atmosphère. « Je vais les effacer », dit-il d'une voix basse et posée, comme s'il prononçait une sentence. Josie savait qu'il ne parlait pas au sens figuré. Elle avait vécu dans cette maison assez longtemps pour savoir ce que « effacer » signifiait pour un homme comme lui. Elle s'avança, se plaça juste devant lui et le regarda droit dans les yeux, que personne à Chicago n'osait croiser. Non, Kieran la fixa du regard.
Le danger émanait de lui comme une chaleur intense. « Tu ne sais pas de quoi je suis capable. »« Si, je le sais, » dit Josie d'une voix calme, même si son cœur battait à tout rompre. « C'est pour ça que je te dis ça. Si tu les tues, tu iras en prison. Flynn perdra son père. Il perdra à nouveau le seul parent qui lui reste. Et Voss gagnera, car elle te prendra ton fils d'une autre manière. » Un silence long et lourd s'installa, tandis que le sang continuait de couler sur le parquet, régulier comme une horloge qui décompte les secondes. « Nous ferons en sorte qu'elle ne touche plus jamais un autre enfant. » Josie dit, « Tribunal, preuve, exposition publique. Que le monde voit qui elle est vraiment. » Kieran regarda Josie, puis Flynn qui dormait sur le canapé, puis Josie à nouveau. Et pour la première fois de sa vie, le plus puissant parrain de la mafia du sud de Chicago écouta une femme de ménage de 27 ans sans diplôme, sans famille, personne au monde, parce qu'elle avait raison et parce qu'elle était la seule personne à avoir osé se tenir devant lui et lui dire exactement ce qu'il avait besoin d'entendre. Kieran ne dormit pas cette nuit-là. Il s'assit à côté de Flynn sur le canapé, la main grossièrement enveloppée dans la serviette que Josie lui avait bandée, le sang sointant à travers le tissu blanc et formant des taches sombres couleur rouille. Josie s'assit en face de lui, son cahier posé sur les genoux, les yeux tout aussi ouverts. Ils restèrent ainsi pendant des heures, en silence, seule la respiration régulière de Flynn et le tic-tac mesuré de l'horloge murale remplissant la pièce. Avant l'aube, Kieran appela son équipe financière officieuse, pas les comptables qui géraient la façade respectable de l'immobilier. Les deux autres, ceux qu'il utilisait lorsqu'il avait besoin de savoir d'où venait vraiment l'argent de quelqu'un et où il allait vraiment. Des hommes qui travaillaient dans l'ombre et ne posaient pas de questions. Il donna un seul ordre. Vider tous les comptes liés à Declan Byrne dans les 2 heures. 2 heures plus tard, les résultats s'affichaient sur l'écran de l'ordinateur portable posé sur son bureau. Josie se tenait à ses côtés, tandis que les chiffres apparaissaient ligne après ligne. Pendant 18 mois, Declan avait reçu des virements réguliers d'un fonds de recherche appelé V&R Foundation, enregistré dans le Delaware. Pas de siège social physique, pas de personnel réel, une seule signataire autorisée, Carolyn Voss. Le montant total dépassait 400 000 $, répartis en versements mensuels de 20 à 30 000 $ sur un compte secondaire que Declan avait ouvert dans une petite banque de l'Indiana dont personne au sein de l'organisation de Kieran ne connaissait l'existence. Mais il n'y avait pas que Voss. Une partie du financement de la V&R Foundation provenait d'une société écran liée à la famille Drachov. Le syndicat du crime d'Europe de l'Est, Kieran, se battait pour le territoire depuis 5 ans. Declan n'avait pas seulement trahi la famille, il était devenu un pont entre l'ennemi extérieur et le monstre intérieur. Kieran ferma son ordinateur portable et regarda Flynn, qui dormait toujours sur le canapé. Puis il prit son téléphone et appela Ray. « Viens dans mon bureau tout de suite. Amène 2 hommes. » À 9 heures ce matin-là, Kieran était assis derrière son bureau. Josie avait emmené Flynn à l'étage et ne lui avait pas donné sa dose matinale. Pour la première fois en 2 ans, le garçon se réveilla sans neuropress dans le sang. Josie resta à l'étage avec lui. En bas, Ray se tenait près de la porte du bureau, le dos contre le mur, les bras croisés. 2 autres hommes attendaient silencieusement dans le couloir. Kieran appela Declan. « Descends dans le bureau, nous devons parler. » Sa voix était normale, ni plus froide, ni plus chaleureuse, ni différente des milliers de fois où il avait convoqué Declan au cours des 12 dernières années. Declan arriva dans les 5 minutes. Il entra, le dos droit, l'expression calme, ce léger sourire familier au coin de la bouche que Kieran avait autrefois pris pour de la loyauté. Il ne remarqua pas Ray posté derrière la porte. Il ne sentit pas que l'atmosphère de la pièce avait changé. Declan prit place sur la chaise en face du bureau, serein, confiant, comme un homme sûr de sa sécurité. Et pourquoi ne le serait-il pas? Il était aux côtés de Kieran depuis 12 ans. Il avait pris une balle dans l'épaule 8 ans plus tôt lors d'un attentat dans le sud de la ville, afin qu'elle n'atteigne pas la poitrine de Kieran. Kieran lui devait la vie, et Declan le savait, et l'avait utilisé chaque jour pendant 12 ans. Kieran ne parla pas tout de suite. Il poussa l'ordinateur portable ouvert sur le bureau afin que l'écran soit face à Declan. Relevés bancaires, Fondation V, MNR, 400 000 $, Drove. Le sourire de Declan s'évanouit. Pas progressivement. Il disparut comme si on avait appuyé sur un interrupteur, révélant un visage que Kieran n'avait jamais vu auparavant. Le vrai, 12 ans, dit Kieran d'une voix calme et basse. Josie avait entendu ce ton la veille au soir lorsqu'il avait dit « Je vais les effacer ». Et cela l'avait effrayé.
Ce ton était pire que n'importe quel cri. Pendant 12 ans, tu es resté à mes côtés, tu as mangé à ma table, tu as porté mon fils, tu m'as sauvé la vie dans le Sud. Et je te devais une dette, je le savais. Tu le savais aussi. Il fit une pause. Il croisa le regard de Declan. Et tu t'en es servi pour tuer ma femme et détruire mon fils. Declan ne le nia pas. Il ne discuta pas. Peut-être s'était-il préparé à ce moment. Peut-être était-il fatigué de se cacher. Ou peut-être voulait-il que Kieran sache. Parce que le dernier acte de vengeance consiste à faire comprendre à la victime qui l'a commise et pourquoi. Declan parla d'une voix neutre, froide, presque soulagée. Il avait aimé Margot dès le premier jour où il était entré dans la maison des Ashford, dès la première fois qu'il avait vu son sourire, dès la façon dont elle prononçait le nom de chacun, dès la façon dont elle posait sa main sur l'épaule de Kieran, avec une familiarité dont Declan savait qu'il ne ferait jamais l'expérience. Il l'avait aimée pendant 12 ans et elle ne l'avait jamais su, ne l'avait jamais regardé de cette façon, ne l'avait jamais vu autrement que comme le fidèle bras droit de son mari. Lorsque Voss l'avait approché avec de l'argent et un plan pour éliminer Margot afin de commencer ses recherches sur Flynn, il n'avait pas eu besoin de beaucoup de temps pour se décider. Ce n'était pas pour les 400 millions de dollars, c'était pour se venger. Il n'avait pas besoin de tuer Kieran. Il n'avait pas besoin d'une confrontation directe. Il lui suffisait de lui enlever tout ce qu'il aimait, petit à petit, lentement, et de regarder le patron le plus puissant de Chicago s'effondrer de l'intérieur. Je voulais que tu saches ce que c'est que de se sentir impuissant, dit Declan. Et pour la première fois, il y avait de l'émotion dans sa voix. Une émotion amère, sombre et malsaine, empreinte de satisfaction. Tu contrôles le monde, mais tu n'as pas su retenir ton propre fils. Chaque nuit, tu t'agenouillais devant sa porte. Je me tenais au bout du couloir et je te regardais. Tu sais quoi? C'était de la plus belle chose que j'ai jamais vue. Kieran Ashford à genoux, en larmes, incapable de faire quoi que ce soit. Le silence s'installa dans la pièce. Rye se tenait derrière la porte, les poings serrés jusqu'à en devenir blancs. Les deux hommes dans le couloir ne bougeaient pas. Kieran restait immobile, les yeux fixés sur Declan. Et si Josie avait été présente, elle aurait compris que la chose la plus terrifiante n'était pas la rage, c'était son absence. Il avait traversé la rage la nuit précédente lorsqu'il avait brisé le mur, lorsque le sang avait coulé de sa main, lorsque Josie s'était tenue devant lui et lui avait dit « Si tu les tues, Flynn perdra son père. » Maintenant, il était de l'autre côté de la colère, un endroit où tout était clair, net et immuable. « Tu es fini, » dit Kieran. 3 mots, pas de crise, pas de menace, juste 3 mots, doux comme le couvercle d'un cercueil qui se referme. Il fit un signe de tête à Rye. Ray sortit de derrière la porte. Declan ne résista pas lorsque les deux hommes dans le couloir entrèrent. Il se leva, regarda Kieran une dernière fois, et Josie ne saurait jamais si ce regard exprimait le regret ou la satisfaction, la peur ou le soulagement. Rye l'escorta hors du bureau, hors du manoir, non pas vers une ruelle sombre ou une rive déserte, comme le fait habituellement le monde souterrain, mais d'abord vers le bureau de l'avocat de Kieran pour enregistrer une déclaration notariée, puis vers le Federal Bureau of Investigation, car Kieran avait écouté Josie, non pas comme un patron, mais d'une manière qui garantissait que Voss et Declan ne porteraient plus jamais la main sur un autre enfant. Le lendemain matin, Kieran enfila un costume noir, noua sa cravate d'une main ferme, prit Flynn dans son bras gauche et sortit par la porte d'entrée du manoir. Josie marchait à ses côtés, portant un sac rempli de tout ce qu'elle avait rassemblé au cours des dernières semaines. Le blister de Neuropress, son carnet manuscrit, des copies imprimées des articles de recherche et une photocopie de la note manuscrite du dossier médical de Flynn. Flynn était assis calmement dans les bras de son père. 2 jours sans Neuropress, 2 jours sans le petit comprimé blanc écrasé dans son lait du matin, et l'enfant que Kieran tenait maintenant était l'enfant que personne dans cette maison n'avait jamais vu le matin. Des yeux gris clairs, éveillés, alertes, regardant autour de lui avec la curiosité prudente d'un enfant de 4 ans, découvrant le monde sans crainte pour la première fois. Il ne criait pas, il ne se recroquevillait pas. Une main agrippait le revers de la veste de costume de son père. L'autre reposait sur la poitrine de Kieran, et de temps en temps, il levait la tête et regardait son père avec l'expression que Kieran avait attendu 730 jours pour voir. La voiture s'arrêta devant la clinique du docteur Carolyn Voss à Lincoln Park, un bâtiment de 3 étages en briques rouges, avec une plaque en laiton poli à côté de la porte. Des arbres taillés avec soin bordaient l'allée. Tout dans l'extérieur du bâtiment respirait la sécurité et la guérison,
un endroit où les enfants blessés étaient amenés pour être soignés. Karen fixa la plaque en laiton et sentit sa mâchoire se crisper. Il poussa la porte sans attendre que la réceptionniste l'annonce. Josie le suivait de près. Le bureau de Voss se trouvait au deuxième étage, une porte en chêne massif. À l'intérieur, la pièce était chaleureusement décorée avec des fauteuils en velours, des lampes jaunes pâles et des étagères remplies de livres. Voss était assise derrière son bureau, en train d'écrire, les cheveux argentés soigneusement coiffés, des lunettes sa monture dorée posée sur le bout de son nez. Un blazer gris pâle était soigneusement drapé sur ses épaules. Elle leva les yeux lorsque la porte s'ouvrit et un sourire professionnel apparut sur ses lèvres par réflexe, un geste pratiqué depuis plus de 20 ans. « Monsieur Ashford, je ne vous attendais pas aujourd'hui. » Le sourire disparut lorsqu'elle vit Flynn. Flynn était assis dans les bras de Kieran, les yeux ouverts, brillants, concentrés, la regardant directement, sans trembler, sans crier, sans se recroqueviller sur lui-même. L'enfant qu'elle avait décrit dans ses rapports comme ne montrant aucun progrès et nécessitant une augmentation de la posologie toutes les 2 semaines depuis 2 ans, la regardait avec les yeux parfaitement normaux d'un garçon de 4 ans. L'expression de Voss ne changea que légèrement, mais suffisamment pour que Josie le remarque. Un frémissement au coin de son œil, ses doigts se raidissant autour du stylo, sa colonne vertébrale se redressant d'1 centimètre. Le sourire disparut sans être remplacé par un autre. « Levez-vous, » dit Kieran. Voss ne bougea pas, dis-je. « Levez-vous. » Sa voix ne s'éleva pas. Elle baissa plus que d'habitude, et ce poids silencieux pesa sur tout ce qui se trouvait dans la pièce. Voss se leva lentement, posant les 2 mains sur le bureau, les doigts agrippant le bord du bois. Kieran s'approcha, soulevant légèrement Flynn afin que Voss puisse voir clairement son visage. « Regardez mon fils, dit-il. Regardez ses yeux. 2 jours sans votre médicament. 2 jours. Et c'est l'enfant dont vous m'avez dit qu'il ne laisserait jamais personne le toucher. C'est l'enfant dont vous avez dit qu'il avait le cerveau endommagé. Ce traumatisme avait détruit de façon permanente sa capacité à accepter le contact. » Sa voix s'est brisée sur le dernier mot, mais il l'a étudié. « Vous avez dit cela alors que vous lui administriez chaque jour un médicament qui le rendait craintif. Vous avez créé la maladie, puis prétendu la soigner. Vous avez transformé mon fils en cobaye dans sa propre maison. » Voss ouvrit de la bouche. « Monsieur. »« Ashford, je comprends que vous soyez ému, mais... » Josie s'avança aux côtés de Kieran. Elle ouvrit son sac et en sortit chaque objet un par un, les posant sur le bureau de Voss. Le blister de Neuropress, le cahier documentant le schéma heure par heure, jour après jour, les copies imprimées des articles de recherche de Voss sur le sujet FA, correspondant parfaitement à Flynn, et la photocopie de la note manuscrite. Candidat idéal, père impliqué dans le milieu criminel. Éliminer la variable M en priorité. Le conseil médical de l'Illinois a reçu des copies de tout cela tôt ce matin, a déclaré Josie d'une voix calme et claire, comme si elle lisait une liste de courses plutôt que de démanteler une vie. L'avocat de M. Ashford les a en sa possession. Le FBI les a, et 4 autres familles que nous avons identifiées grâce à vos données de recherche ont déjà été contactées. Le visage de Voss pâlit d'un seul coup, pas progressivement, comme si quelqu'un avait retiré un bouchon et que tout s'était vidé en un instant. Elle se tenait derrière son bureau coûteux dans son bureau coûteux, entourée de diplômes encadrés, de livres qu'elle avait écrits et de récompenses qu'elle avait gagnées. Et pour la première fois en 20 ans, le masque tomba. « Vous ne pouvez pas le prouver », avoua Declan. Kieran dit « Tout, du début à la fin. Voulez-vous que je répète ce qu'il a dit, ou préférez-vous que je répète ce que vous avez écrit dans le dossier de mon fils ?» Le patron ne dit rien. Kieran s'approcha. Assez près pour qu'elle puisse sentir le parfum subtil de son eau de Cologne. Assez près pour voir la cicatrice sur sa joue, souvenir de la nuit où il avait essayé de toucher les cheveux de Flynn, quelques mois auparavant. Assez près pour regarder dans les yeux d'un parrain de la mafia et comprendre que l'homme qui se tenait devant elle pouvait la faire disparaître et que personne ne la retrouverait jamais. « Je pourrais te faire disparaître en 2 heures, » dit Kieran doucement. « Personne ne te retrouverait. Personne ne poserait de questions. Tu sais qui je suis. Tu sais de quoi je suis capable. » Il fit une pause, regarda Josie à côté de lui, la femme de ménage orpheline de 27 ans qui tenait son carnet, la femme qui s'était assise devant la porte de son fils et avait chanté jusqu'à l'aube, la femme qui s'était tenue devant lui la nuit précédente et lui avait dit « Si vous les tuez, Flynn perdra son père. Mais la personne qui se tient à côté de moi m'a appris qu'il existe une meilleure solution. » Kieran poursuivit « Vous ne disparaîtrez donc pas.
Vous vous tiendrez devant les caméras, sous les projecteurs, dans une salle d'audience, et le monde entier verra qui vous êtes vraiment. Kieran se détourna, Flynn dans ses bras, Josie à ses côtés. Ils sortirent de la clinique, laissant Carolyn Voss seule derrière son bureau, entourée de ses diplômes, de ses livres et de ses récompenses, qui ne pourraient la sauver de ce qui l'attendait. L'affaire fut jugée plus rapidement que prévu. L'avocat de Kieran déposa le dossier complet auprès du procureur du comté de Cook dans les 48 heures qui suivirent son départ de la clinique de Voss. Et lorsque le FBI ouvrit le dossier sur Declan Byrne, qu'il constata les liens financiers avec le syndicat Drove, qu'il lut les aveux notariés et les recoupa avec les recherches publiées par Voss, la machine judiciaire se mit en marche à une vitesse rarement vue. L'acte d'accusation comptait 17 pages. Fraude médicale, mise en danger d'enfants, expérimentation humaine illégale, complot en vue de commettre un meurtre au premier degré dans la mort de Margot Ashford. La salle d'audience numéro 7 du tribunal du comté de Cook était pleine à craquer. Les journalistes occupaient les 3 premières rangées. Les caméras étaient alignées dans le couloir, et lorsque Kieran Ashford est entré, portant Flynn dans ses bras, avec Josie à ses côtés, le cliquetis rapide des obturateurs est tombé comme une grêle sur un toit en tôle. Le procès a duré 3 jours. Le premier jour, l'accusation a présenté des preuves matérielles, le blister de Neuropress. Les résultats des analyses sanguines de Flynn montraient des traces accumulées de ce suppresseur du système nerveux central sur près de 2 ans. Les rapports de 3 experts indépendants en pharmacologie confirmèrent que le Neuropress, acétylcholine chez un enfant de 4 ans, produisait précisément les symptômes présentés par Flynn. Le deuxième jour, Declan Byrne a témoigné dans le cadre d'un accord de réduction de peine. Il s'est assis, les yeux baissés, et a tout raconté. Comment Voss l'avait approché. L'argent, le plan pour saboter les pauses de Margot, écraser le comprimé dans le lait chaque matin pendant près de 2 ans, planifiant tous les rendez-vous le matin lorsque le médicament était à son pic d'efficacité. Lorsque Declan eut terminé, la salle d'audience était si silencieuse que l'on pouvait entendre le grattement du stylo du sténographe sur la page. Le 3e jour, Josie fut appelée à la barre des témoins. Elle portait un chemisier blanc et un pantalon noir. Ses cheveux bruns étaient soigneusement attachés dans la nuque. Des manches longues couvraient la cicatrice le long de son bras. Elle s'assit sur la chaise en bois face au jury. 12 personnes la regardaient, et elle les regardait en retour. Le procureur l'interrogea en premier. Josie décrivit ses observations, le carnet, le schéma de prise des médicaments, la différence entre Flynn le matin et Flynn l'après-midi. Elle parla clairement et calmement, chaque détail correspondant aux preuves matérielles déjà présentées. Puis l'avocat de la défense de Voss se leva. Il était grand, avait les cheveux argentés, portait un costume gris et avait une voix douce, celle d'un homme habitué à démolir les témoins avec courtoisie. Il tenait un dossier, en tournait lentement les pages, puis regarda Josie avec un petit sourire qu'elle reconnut immédiatement. Le sourire de quelqu'un qui s'apprête à la rabaisser. « Mademoiselle Mercer, commença-t-il, vous n'avez pas de diplôme de médecine. C'est exact, c'est exact. Vous n'avez pas de certification en puériculture. Non. Vous n'avez jamais travaillé dans un établissement médical. Non. Et vous avez été élevé dans le système d'accueil. C'est exact. 14 familles d'accueil avant l'âge de 18 ans. C'est exact. » L'avocat hocha la tête et se tourna vers le jury avec un air compatissant et désolé. Donc, pour résumer, vous êtes une femme de ménage sans formation médicale, sans diplôme pertinent, élevée dans des conditions instables, et vous demandez à cette cour de croire que vous en savez plus qu'un psychologue ayant 20 ans d'expérience et des dizaines de publications reconnues. Il fit une pause, laissant la question en suspens. Pourquoi cette cour devrait-elle croire quelqu'un comme vous? La salle d'audience était silencieuse. Josie était assise à la barre, elle regarda l'avocat, puis au-delà de lui, vers le jury. 12 visages, certains curieux, d'autres sceptiques. Une femme au dernier rang la regardait avec une expression que Josie comprenait. Le regard de quelqu'un qui attendait de voir si elle allait s'effondrer ou rester ferme. Josie prit une inspiration, puis elle parla. « Vous avez raison, dit-elle. Je n'ai pas de diplôme de médecine. Je suis femme de ménage. J'ai grandi dans des familles d'accueil, 14 familles, et je n'ai aucun certificat prouvant que je m'y connais en enfant. » Elle fit une pause. « Mais je sais à quoi ressemble un enfant effrayé. Je le sais parce que j'étais cet enfant. Je sais à quoi ressemble un enfant recroquevillé dans un coin d'une pièce parce que je me suis recroquevillé dans le coin d'un placard quand j'avais 8 ans. Je sais à quoi ressemblent des pleurs silencieux, car j'ai pleuré ainsi pendant des années. Et je connais la différence entre un enfant traumatisé
et un enfant empoisonné, car j'ai vécu les deux. La salle d'audience est tombée dans un silence absolu. L'avocat de la défense est resté immobile, le dossier dans sa main soudainement inutile. Josie a continué. Elle a raconté chaque jour. Le 5e jour, lorsque Flynn l'a regardé sans crier. Le 8e jour, lorsqu'elle a chanté et qu'il a fait 2 pas vers elle. Le 12e jour, quand sa petite main a touché le dos de la sienne. La note de Madame Chen. 2 semaines de schéma enregistré. L'emballage blister dans la poubelle. La nuit où elle a fait sa valise et l'a posée près de la porte. Sa main sur la poignée, prête à partir. Et le bruit de Flynn qui pleurait dans le couloir, qui l'a fait rester. « J'ai failli partir », a-t-elle dit, d'une voix plus douce mais ferme. « J'ai failli ouvrir cette porte et disparaître, parce que disparaître, c'est ce que je sais faire. Je l'ai fait toute ma vie. » Elle regardait le jury, mais j'entendais Flynn pleurer à travers le mur. Et je me suis souvenu que quand j'avais 8 ans, enfermé dans le noir, j'avais souhaité que quelqu'un vienne. Juste une personne. Ouvrir la porte et dire « Je suis là ». Personne n'est venu me chercher. Des larmes coulaient sur le visage de Jose et elle ne les essuyait pas. Et je me suis juré de ne pas laisser cela arriver à un autre enfant. Non pas parce que j'ai des qualifications, mais parce que je sais à quoi ressemble cette obscurité et que j'ai refusé de détourner le regard. La femme assise au fond du jury s'est essuyé les yeux. 2 autres ont baissé les yeux. Le juge est resté silencieux. L'avocat de la défense n'a posé aucune autre question. Après Josie, 4 autres familles ont témoigné. 4 autres enfants, le même médecin, le même médicament, le même schéma, les mêmes mensonges. Voss était assise à la table de la défense, son masque disparu depuis longtemps, et chaque nouveau témoignage était une nouvelle couche de terre tombant sur la tombe qu'elle s'était creusée. Le jury s'est retiré à 15 heures. Il est revenu à 17 heures, 2 heures plus tard. Les 4 personnes se sont levées, le document à la main, et ont lu le verdict. Coupable de tous les chefs d'accusation. Fraude médicale, coupable. Mise en danger d'enfants, coupable. Expérimentation illégale sur des êtres humains, coupable. Complot en vue de commettre un meurtre au 1er degré, coupable. Carolyn Voss a été condamnée à 35 ans de prison fédérale sans possibilité de libération conditionnelle. Declan Bernard a été condamné à 20 ans en échange de sa coopération. L'affaire Draub a été transférée à la division du crime organisé du Federal Bureau of Investigation pour une enquête approfondie. Lorsque le juge a frappé son marteau pour la dernière fois, Josette était assise au dernier rang, son cahier fermé sous la main, et elle pleurait, non pas de chagrin, ni de soulagement, mais parce que pour la première fois en 27 ans, quelqu'un l'avait écoutée. À l'extérieur du palais de justice, les marches de pierre blanche étaient envahies de journalistes, de caméras, de microphones, de flashs et de voix qui s'élevaient les unes contre les autres. Kieran se tenait sur la marche la plus haute, Flynn dans ses bras, Josie à ses côtés. Le vent d'avril soufflait doucement dans l'air. Le ciel s'était dégagé pour la première fois après plusieurs jours de grisaille, et Flynn pencha la tête en arrière pour le regarder. Ses yeux gris s'écarquillèrent, sa bouche s'entr'ouvrit, son petit visage baigné de lumière et d'émerveillement. C'était la première fois en 2 ans que Flynn voyait le monde au-delà des grilles en fer de la demeure. La première fois qu'il voyait le ciel sans rideau tiré devant une fenêtre, la première fois qu'il entendait le bruit des gens, du trafic, du vent, d'une ville vivante qui bougeait autour de lui. Et il ne cria pas. Il absorba tout cela avec les yeux d'un enfant de 4 ans et demi, nouvellement né dans le monde pour la 2e fois. Kieran baissa les yeux vers le visage de son fils, ravala la boule qui montait dans sa gorge, puis se tourna vers le groupe de microphones braqués sur lui. Il parla d'une voix calme et posée, pesant chaque mot comme s'il posait des briques pour reconstruire ce que Voss avait tenté de détruire. Il y a 2 ans, un médecin m'a dit que mon fils ne laisserait jamais personne le toucher. Elle a dit que son cerveau était endommagé. Elle a dit que pendant qu'on lui administrait de force ses médicaments chaque matin pour créer la peur même qu'elle prétendait traiter, il s'est interrompu et a pris une inspiration. Elle n'a pas seulement menti. Elle a transformé le mensonge en réalité. Elle a empoisonné un enfant de 4 ans, tué sa mère et transformé son père en un homme qui s'agenouillait chaque nuit devant la porte de son fils, incapable d'entrer. Sa voix s'est serrée à la dernière phrase, mais il n'a pas arrêté. La vérité, cependant, ne reste pas enfouie. Mon fils est ici, dans mes bras, et me tient la main. Il a regardé Josie, et c'est grâce à une femme que personne n'a jamais vue, que personne n'a jamais gardée, personne n'a jamais cru. Mais elle a vu mon fils. Elle a vu ce que moi, les médecins, tout le monde dans ma maison n'avait pas vu,
et elle a refusé de détourner le regard. Un journaliste a demandé « Quelle est la prochaine étape pour votre famille ?» Kieran a jeté un coup d'œil à Flynn, puis à Josie, puis à nouveau à la foule. Nous rentrons à la maison et nous allons apprendre à mon fils que les mains d'une autre personne ne causent pas toujours causer de la douleur. 3 mois plus tard, le manoir situé au sud de Chicago semblait être une maison différente. Non pas parce que quelqu'un avait repeint les murs ou remplacé les meubles, mais parce que les rideaux étaient ouverts. Tous les rideaux de toutes les pièces avaient été tirés et la lumière du soleil inondait la maison, comme si elle avait attendu dehors pendant 2 ans et avait enfin été invitée à entrer. Les fenêtres du salon étaient entr'ouvertes. L'air de juillet transportait l'odeur de l'herbe fraîchement coupée et le chant lointain des oiseaux. Les sols étaient toujours cirés, mais ils étaient désormais parcourus de petites empreintes de chaussures. Personne ne se pressait de les essuyer, car personne ne voulait les effacer. La cuisine sentait bon la cuisine matinale. Madame Chen se tenait devant la cuisinière, remuant le porridge d'une main et gesticulant de l'autre, racontant des histoires dans un mélange d'anglais et de mandarin à Flynn, assis dans sa chaise haute. Elle lui parlait d'un dragon qui cuisinait des nouilles, d'un lapin qui avait peur de la lune, des histoires qu'elle racontait autrefois à sa propre fille avant que la maladie ne l'emporte il y a des années. Des histoires qu'elle n'avait plus racontées à voix haute jusqu'à présent. Flynn était assis, les pieds ballants, les yeux fixés sur Madame Chen, la bouche légèrement ouverte. Il avait maintenant 4 ans et demi, ses cheveux blonds étaient plus épais, ses joues avaient pris une teinte rose au lieu de leur pâleur d'autrefois, et ses yeux gris restaient brillants du matin au soir. Plus de cycles d'effondrement et de rétablissement. Plus de pilules blanches dissoutes dans du lait, mais Flynn ne parlait toujours pas. 3 mois sans médicaments l'avaient changé de multiples façons. Il laissait Josie le toucher sans crainte. Il laissait Kieran s'asseoir à côté de lui sans crier. Il regardait, il écoutait, mais sa bouche restait fermée. Et les nouveaux médecins, de vrais médecins, expliquèrent que près de 2 ans sous Neuropress avaient supprimé les centres du langage dans son cerveau et que la guérison ne se ferait pas du jour au lendemain. Elle serait lente, elle serait difficile, elle demanderait de la patience. Kieran était patient. Il avait attendu 730 jours pour tenir la main de son fils. Il pouvait attendre plus longtemps. Puis, un matin de juillet, Josie essuyait la table de la salle à manger. Flynn était assis par terre près du pied de la table, empilant des blocs de bois que Josie lui avait achetés dans un magasin de jouets la semaine précédente. Lors de leur première sortie où il avait marché dehors, tenant sa main le long d'un trottoir de Chicago, sans se recroqueviller de peur. Josie essuyait la table et fredonnait doucement la berceuse de Madame Morrison, la chanson qu'elle avait chantée une fois à travers la porte de la chambre de Flynn dans l'obscurité, la première chanson qu'il avait faite sortir du coin de la pièce. Puis elle l'entendit, un petit bruit, doux et tremblant comme le vent effleurant un carillon. Josie. Elle se figea, le chiffon dans sa main suspendu en l'air. Elle se retourna. Flynn était assis par terre et la regardait, la bouche ouverte, et il le répéta. Josie. Le premier mot qu'il avait prononcé après presque 2 ans de silence, et ce mot était son nom. Josie tomba à genoux devant lui, les larmes coulant avant même qu'elle ne comprenne qu'elle pleurait. Elle ne les essuya pas. Elle le regarda simplement, le sourire tremblant, et dit « Oui, mon chéri, je suis là. » Flynn la regarda et sourit, le même sourire radieux et déchirant qu'elle avait vu pour la première fois dans la baignoire. Un sourire auquel elle ne s'habituerait jamais, peu importe le nombre de fois qu'elle le verrait. Une semaine plus tard, Kieran était assis dans le salon en train de lire le journal du matin. Flynn entra en courant, ses petits pas martelant le parquet en chêne que Margot avait choisi, s'arrêta devant son père, posa sa main sur le genou de Kieran et dit « Papa ». Kieran baissa le journal, regarda son fils, entendit le mot résonner dans son esprit 1 fois, 2 fois, 10 fois. Chaque répétition brisait un autre morceau du mur que 2 ans de chagrin avaient construit en lui. Il se pencha lentement et enlaça Flynn. Flynn se raidit. Tout son corps se figea dans les bras de son père. Ses petits muscles se contractèrent par instinct, par la mémoire gravée dans son corps, qui lui disait que ce contact signifiait de la douleur. Kieran ne le lâcha pas. Il le serra doucement, sans le serrer, simplement en le tenant, et attendit. 2 secondes, 3 secondes, 4 secondes. Cela lui parut plus long que tout ce que Kieran avait jamais vécu. Puis Flynn se détendit. Peu à peu, ses épaules s'abaissèrent. Ses petits bras glissèrent autour du cou de son père. Sa tête se posa contre la poitrine de Kieran, et il resta là. Kieran ferma les yeux, le menton posé sur les cheveux blonds de son fils,
qu'il n'avait pas eu le droit de toucher pendant 730 jours, et des larmes coulèrent silencieusement. Josie se tenait dans l'embrasure de la porte du salon, le dos contre le cadre, et pleurait, non pas de chagrin, mais parce qu'elle était témoin de quelque chose qu'elle avait souhaité pendant les 27 années de sa vie, un enfant dans les bras de son père. La guérison n'est pas un miracle. Elle ne se produit pas en un seul moment dramatique. Elle se produit en 4 secondes lorsqu'un enfant se raidit puis se détend, dans l'espace fragile entre la peur et la confiance, dans la patience d'un père qui refuse de lâcher son fils, même lorsque ce petit corps se raidit au souvenir de la douleur, et dans les yeux de la femme debout à la porte, qui sait exactement combien de temps peuvent durer 4 secondes, car elle a attendu toute sa vie pour être serrée ainsi dans les bras. La guérison n'est pas une ligne droite. Il y a des jours où Flynn rit tout l'après-midi, courant à travers le salon après la balle que Josie fait rouler sur le sol, et Kieran s'assoit sur le canapé et regarde son fils avec le visage d'un homme qui réapprend lentement à respirer. Mais il y a d'autres jours. Un matin d'août, Kieran prenait son petit déjeuner avec Flynn dans la cuisine. Flynn était assis dans sa chaise haute, mangeant lentement et calmement le porridge que Madame Chen avait préparé. Il finit le lait dans son petit verre et le posa sur la table. Kieran tendit la main pour le remplir à nouveau. Il bougea trop vite. Sa grande main balaya rapidement le champ de vision de Flynn, et tout se passa en une demi-seconde. Flynn sursauta, tout son corps se recula comme un ressort, se raidit, les épaules relevées, les yeux écarquillés et blancs, les 2 mains agrippées au bord de la chaise. Ce n'était pas la réaction habituelle d'un enfant surpris. C'était l'ancienne réaction, celle que le Neuropress avait gravée dans son corps pendant près de 2 ans. La réaction dont son cerveau se souvenait. Même si le médicament avait depuis longtemps disparu de son sang, le corps gardait sa propre mémoire. Et cette mémoire n'était pas effacée par un verdict de justice. Kieran se figea, la main toujours suspendue en l'air, tenant le petit verre. Il regarda son fils recroquevillé sur sa chaise, et tout son instinct lui disait de tendre la main pour le serrer contre lui et lui dire « Je suis désolé, tout va bien, je suis là. » Mais il ne le fit pas. Il avait appris lentement et douloureusement qu'avec Flynn, une étreinte n'était pas toujours synonyme d'amour. Parfois, l'amour consistait à prendre du recul. Kieran baissa la main. Lentement, il reposa le verre sur la table, recula sa chaise d'un pas et parla d'une voix si calme que seul quelqu'un qui l'observait de près pouvait voir sa mâchoire crispée. « J'ai agi trop vite. Je suis désolé, mon grand. Je vais ralentir. » Flynn était assis, raide, les épaules toujours relevées, les yeux toujours écarquillés, fixant son père. 2 secondes, 3, 4. Josie se tenait dans la cuisine, la main agrippée au comptoir, observant la scène à travers l'espace qui les séparait. Elle retint son souffle. Puis Flynn relâcha sa prise sur la chaise. Ses épaules s'abaissèrent. Il regarda le verre de lait sur la table, regarda son père, puis glissa de la chaise tout seul. Ses petits pieds touchèrent le sol. Il contourna la table pour rejoindre Kieran, se plaça à côté du genou de son père et souleva le verre lui-même, à son rythme. Kieran ne bougea pas. Il se contenta d'observer. Et lorsque Flynn tint le verre de ses 2 petites mains, botte une gorgée, puis le posa délicatement contre la jambe de son père, Kieran expira, longuement, lentement, en tremblant. Il leva les yeux et croisa le regard de Josie à l'autre bout de la pièce. Elle le regarda. Il la regarda. Personne ne parla, mais ce regard disait tout. Tout va bien. Il va bien. Nous irons doucement et il ira bien. Cet après-midi-là, Josie s'assit par terre dans la chambre de Flynn. Il était assis sur ses genoux, le dos contre sa poitrine, empilant des blocs de bois pour former une tour, puis les renversant pour les reconstruire. Josie prit la main droite de Flynn, ouvrit chacun de ses petits doigts et plaça sa petite paume contre la sienne, la main avec la cicatrice. Pour la première fois, Josie ne portait pas de manches longues en présence de Flynn. La longue cicatrice blanche qui allait de son poignet à son coude était visible sous la lumière de l'après-midi qui filtrait à travers la fenêtre. « Tu vois, mon chéri, » dit Josie doucement, « cette main est sans danger. Cette main ne te fera jamais de mal. » Flynn baissa les yeux vers leurs mains superposées, sa petite paume reposant contre la peau cicatrisée. Il toucha la cicatrice avec un doigt, suivant la ligne en relief le long de son bras, doucement, curieux, sans crainte. Puis il leva les yeux vers elle et approcha sa main de son visage, comme il l'avait fait dans la baignoire quelques mois auparavant. Ses petits doigts effleurèrent sa joue. Ils étaient chauds et secs cette fois-ci, mais le geste était le même, l'intention était la même, la signification était la même. Et cette fois-ci, il ouvrit la bouche. Doux.
Le troisième mot, après Josie et papa, Flynn choisit le mot doux, et elle comprit pourquoi, car c'était ce qu'il réapprenait. Que les mains pouvaient être douces, que le toucher ne devait pas forcément faire mal, que la douceur existait, non pas dans les livres ou dans les explications d'un médecin, mais contre la joue de la femme qui s'était assise devant la porte de sa chambre, chantant à travers le bois, jusqu'à ce que les pleurs cessent. Josie sourit à travers ses larmes. Oui, mon chéri, doux. Cette nuit-là, après que Flynn se fut endormi, Josie s'assit sur le canapé du salon, les jambes repliées sous elle, le livre de poche posé sur ses genoux, la lampe diffusant une lumière dorée pâle. Elle ne lisait pas. Elle était simplement assise là, dans une maison où elle n'était entrée qu'une seule fois avant de disparaître, et elle ressentait le calme, non pas le calme étouffant d'un cimetière, mais le calme d'une maison où quelqu'un dort paisiblement. Kieran descendit les escaliers vêtu d'une chemise blanche aux manches retroussées, les deux boutons du haut défaits. Il ne ressemblait pas à un parrain de la mafia. Il ressemblait à un père qui venait de barder son enfant dans son lit. Il s'assit à côté de Josie sur le canapé, ni trop près, ni trop loin. La distance qu'ils avaient trouvée d'eux-mêmes au fil des semaines passées à partager la même maison, sans nommer ce qui grandissait lentement entre eux. « Tu as sauvé mon fils, dit Kieran. Il ne la regardait pas. Il regardait droit devant lui. Josie secoua la tête. « Je n'ai pas sauvé Flynn. Je l'ai juste vu, parce que je sais ce que ça fait quand personne ne vous voit. » Kieran se tourna vers elle. Son regard se posa sur son bras nu sous la lumière de la lampe. Pour la première fois, Josie ne baissa pas sa manche quand quelqu'un la regardait. Elle ne se cacha pas, non pas parce qu'elle avait oublié, mais parce qu'elle n'en avait plus besoin. Kieran tendit la main lentement, très lentement, comme il avait appris à le faire près de Flynn, sans l'effrayer. Ses doigts touchèrent de la cicatrice sur son poignet et suivirent le long chemin vers son coude, si légèrement qu'elle ne le sentit presque pas. Mais elle le sentit. Elle sentit chaque centimètre de peau que ses doigts parcouraient, et elle ne se retira pas. Elle ne tressaillit pas, elle ne recula pas. Pour la première fois en 27 ans, quelqu'un touchait la cicatrice qu'elle avait cachée toute sa vie, et elle ne voulait pas la cacher. « Tu mérites aussi d'être vue, » dit Kieran. Sa voix était basse et douce, rien à voir avec celle qu'elle avait entendue dans le bureau de Voss, rien à voir avec le ton froid qu'il avait utilisé face à Declan. C'était la voix que Margot connaissait, la voix de l'homme derrière les grilles en fer, celui qui s'allongeait sur le sol pour que son enfant puisse grimper sur son ventre, celui qui n'avait pas peur d'être vu lorsqu'il était vulnérable. Josie le regarda. Ses yeux disaient ce que sa bouche ne disait pas et n'avait peut-être pas besoin de dire, car parfois, le langage le plus clair n'est pas celui qui s'exprime. C'est une femme qui a caché sa cicatrice toute sa vie, permettant à quelqu'un de la toucher pour la première fois, et un homme qui a caché sa faiblesse toute sa vie, disant « Tu le mérites sans avoir besoin d'en dire plus ». Ce soir-là, après que Josie eut débarrassé la table et que Madame Chen se fut retirée dans sa chambre, Kieran porta Flynn à l'étage, mais il ne se dirigea pas vers la chambre du garçon, comme il le faisait tous les soirs. Il marcha jusqu'au bout du couloir, vers la porte qu'il n'avait pas ouverte depuis 2 ans. La chambre étoilée, la chambre que Margot et lui avaient décorée ensemble 3 ans plus tôt, alors que Flynn n'avait pas encore 1 an et que le monde semblait encore intact. Après la mort de Margot, Kieran avait fermé cette porte et n'y était plus jamais retourné. Non pas parce qu'il avait oublié, mais parce qu'il se souvenait trop clairement. Sa main se referma sur la poignée et la fraîcheur familière du métal s'imprima dans sa paume. Il la tourna, poussa la porte et entra. La chambre était restée intacte, les murs d'un bleu profond, la petite bibliothèque que Margot avait construite elle-même, légèrement de travers à un coin parce qu'elle ne savait pas bien se servir d'un marteau, mais elle avait ri et dit « L'art n'a pas besoin d'être parfait ». Le tapis rond en forme de lune qu'elle avait trouvé dans un marché aux puces, et au plafond, des centaines de petites étoiles phosphorescentes qu'elle avait collées une à une. Debout sur une échelle en bois, la peinture maculée sur sa joue, elle souriait comme si elle construisait un univers. Kieran tendit le bras en arrière et éteignit de la lumière. Les étoiles se mirent à briller. D'un bleu doux, elles se répandaient sur le plafond comme un ciel d'automne tranquille apporté à l'intérieur. Flynn renversa la tête en arrière, ses yeux gris s'écarquillèrent, sa bouche s'ouvrit, son petit visage baigné d'une lumière pâle. Il n'avait jamais vu cette pièce. Il n'avait jamais vu les étoiles que sa mère avait placées là avant que l'obscurité n'engloutisse tout. « Des étoiles », murmura Flynn. Sa voix était faible mais claire, remplie d'émerveillement. Le 4e mot, et peut-être le plus beau. Kieran serra son fils contre lui et se tint au centre de la pièce, regardant le plafond avec lui.
Ses yeux se remplirent de larmes, mais il ne les essuya pas. « Ta maman a mis ses étoiles ici pour toi, dit-il doucement, comme si parler plus fort risquait de briser quelque chose de sacré. Elle voulait que tu te réveilles chaque matin et que tu vois l'univers tout entier. Elle voulait que tu saches que quelle que soit l'ampleur de l'obscurité, il y a toujours de la lumière au-dessus. » Il fit une pause et déglutit. « Elle s'est battue pour toi jusqu'à son dernier souffle. Elle est morte en te protégeant et tu dois toujours t'en souvenir. » Flynn regarda son père, puis les étoiles, puis son père à nouveau, et posa sa tête contre l'épaule de Kieran. Josie se tenait dans l'embrasure de la porte. Elle n'entra pas. Elle s'appuya contre le cadre en bois et observa les deux hommes sous le plafond que Margot avait créé avant d'être emmenée. Elle avait l'impression d'être à la lisière d'un lieu sacré auquel elle n'était pas certaine d'appartenir. Puis Kieran se retourna et la regarda. Il ne dit rien. Il tendit simplement la main, paume ouverte, dans la tente. Josie regarda cette main. La main qui avait frappé un mur dans un accès de rage. La main qui avait tremblé la première fois qu'elle avait tenu les doigts de son fils dans la baignoire. La main qui avait tracé la cicatrice sur son bras la nuit précédente avec une tendresse qu'elle n'aurait jamais cru recevoir. Elle franchit le seuil et plaça sa main dans la sienne. Flynn regarda les deux mains adultes se rejoindre, puis leva ses deux petites mains et enroula l'une autour du doigt de son père et l'autre autour de celui de Joss. Tous trois se tenaient dans la pièce que Margot avait construite sous la constellation qu'elle avait placée au plafond, avec amour et foi, afin que son fils grandisse dans la lumière. Et pour la première fois, ils n'étaient plus trois personnes brisées, partageant une maison. Ils formaient une famille. Tôt le lendemain matin, le brouillard de Chicago commença à se lever. De fines couches blanches s'estompèrent peu à peu, comme un rideau tiré par une main invisible. Et derrière, le soleil apparut. Les premiers rayons touchèrent les fenêtres du manoir Ashford à 6h15, se répandant dans le salon, inondant le parquet en chêne que Margot avait choisi, déposant des reflets dorés sur les murs qui avaient été plongés dans l'obscurité pendant 2 ans. Pour la première fois depuis que la maison était devenue un tombeau, la lumière n'avait pas besoin de permission pour entrer. Flynn était assis par terre au milieu du salon. Entre Kieran et Josie, devant lui, des blocs de bois aux couleurs vives étaient éparpillés sur le tapis. Il en prit d'un rouge, l'examina, le fit tourner entre ses petits doigts, puis le tendit à Josie. « Rouge, dit-il. » Josie prit le bloc et sourit. « Rouge? C'est ça, ma chérie. » Flynn prit un bloc bleu et se tourna vers son père, le plaçant dans la paume ouverte de Kieran. Bleu. Kieran tint le bloc et regarda son fils, et le sourire sur son visage n'était pas grand. Juste un léger relèvement du coin de sa bouche, un rétrécissement de ses yeux, l'expression d'un homme qui essaye de mémoriser chaque seconde de cet instant parce qu'il sait qu'il est plus précieux que tout ce qu'il a jamais possédé. Flynn regarda son père, regarda Josie, puis grimpa sur les genoux de Kieran. Il s'installa contre la poitrine de son père. Une main agrippant le doigt de Kieran, l'autre cherchant la main de Joss à côté de lui. 3 personnes, si à main, réunies sur le sol ensoleillé du salon. Madame Chen se tenait à la porte de la cuisine, son tablier toujours noué à la taille, un torchon à la main. Elle regardait les 3 personnes assises par terre et des larmes coulaient sur son visage. Elle les essuya avec son tablier plutôt qu'avec le torchon qu'elle tenait, car elle avait oublié qu'il était là et son sourire était plus large que tout ce que Josie avait jamais vu chez cette femme discrète. Kieran ferma les yeux, Flynn sur ses genoux, les doigts de son fils enroulés autour des siens, la chaleur de Josie à ses côtés, l'odeur du café qui flottait depuis la cuisine, la lumière du soleil sur son visage. Il murmura « Merci ». Pas à Josie, pas à Madame Penn, pas à quelqu'un dans cette pièce, juste vers le plafond, vers le ciel, vers l'endroit où, au plus profond de son âme, il croyait que Margot les observait, car il savait désormais, plus clairement que jamais, que Margot ne les avait pas abandonnés. Elle leur avait envoyé exactement ce dont ils avaient besoin, une orpheline de 27 ans qui avait connu 14 familles d'accueil, avec une longue cicatrice le long du bras, qui était venue dans cette maison avec l'intention de disparaître et qui était finalement devenue la seule à vraiment voir. Josie se pencha et embrassa Flynn sur le front. Ses lèvres effleurèrent ses cheveux blonds et doux, et elle sentit le souffle régulier et paisible d'un enfant qui n'avait plus peur. Puis elle releva la tête et regarda Kieran. Il ouvrit les yeux et la regarda, et son regard disait tout ce que les mots n'avaient pas besoin de dire, qu'elle était là, qu'elle ne partirait pas, que cette maison, cet homme, cet enfant était sa place. Le premier endroit où elle avait trouvé sa place en 27 ans. La maison qui avait autrefois été une prison était désormais un foyer. Les rideaux étaient ouverts, la lumière pénétrait à flot.
Le rire d'un enfant résonnait dans les couloirs qui, 2 ans plus tôt, n'avaient connu que des cris et le silence. Le père qui avait autrefois contrôlé un empire, mais qui n'avait pas su retenir son propre fils, avait enfin appris comment faire. Il avait appris à ralentir, à prendre du recul, à attendre et à laisser son enfant venir à lui. Le garçon dont la voix avait été volée, dont la confiance avait été empoisonnée, qui avait été enfermé dans la peur par une pilule dans la main d'un traître, parlait désormais, riait désormais, tenait désormais la main de son père et prononçait le nom de la femme qui l'avait sauvé avant de prononcer presque tout autre mot. Et la femme qui avait vécu toute sa vie invisible, indésirable, négligée, était enfin vue, désirée, gardée et appelée chez elle. 3 personnes brisées, un miracle discret et une lumière qui refusait de s'éteindre. Cette histoire ne concerne pas seulement Flynn, Kieran ou Josie. Elle concerne la vérité la plus simple que nous oublions parfois dans le tumulte de la vie. Parfois, la chose la plus puissante qu'une personne puisse faire n'est pas de se battre, ni de contrôler, ni conquérir. C'est rester. Rester quand tout en vous vous dit de partir. Rester quand personne ne vous croit. Rester quand un enfant pleure de l'autre côté d'une porte et que vous n'êtes pas sûr d'être assez fort pour l'ouvrir, mais vous restez quand même. Et parfois, cela suffit. Si cette histoire vous a touché, s'il y a eu un moment qui vous a fait réfléchir à quelqu'un dans votre vie, quelqu'un qui est resté pour vous, ou quelqu'un pour qui vous auriez aimé rester, j'aimerais l'entendre. Écrivez dans les commentaires ci-dessous et partagez votre histoire avec moi. Parlez du fond du cœur. Chaque commentaire n'est pas seulement des mots, mais un fil qui relie les cœurs qui savent encore ressentir. Cliquez sur « J'aime » si vous pensez que cette histoire mérite d'être entendue par plus de gens. Partagez cette vidéo avec ceux que vous aimez, car quelque part, quelqu'un pourrait avoir besoin de cette histoire à ce moment précis. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous et activez les notifications pour ne pas manquer les histoires émouvantes que nous vous proposons chaque jour. Merci d'être là, d'écouter, de consacrer votre temps à cette histoire. Je vous souhaite, à vous et à votre famille, santé, joie et paix pour tous les jours à venir. Au revoir et à bientôt dans la prochaine vidéo.